Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 0RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nouvel épisode FAQ à nouveau. C'est vrai qu'on fait pas mal d'épisodes FAQ. D'ailleurs, on est en train de réfléchir aux prochains invités du podcast. Donc on n'en dit pas plus, mais ça se peut que du coup, dans les prochains podcasts, on soit accompagné. Voilà. Donc on vous réserve quelques surprises. Exactement. Mais du coup, comme d'habitude, on va traiter quelques questions. Alors là, on est parti pour 4. On verra si on est encore une fois trop optimiste ou pas. Sinon, Denis fera une voix off, il en a l'habitude de le rajouter sur le montage. C'est ça, je cut et j'explique qu'on a parlé trop sur certains sujets. C'est vrai que la dernière fois, on a été optimiste. On avait pris 5 questions, on en a fait 2. Donc, et le podcast, non, on en a fait une troisième, mais on a fait 3, mais du coup, c'est parti en live complet, quoi. Je l'ai retiré et c'est vrai que il faut qu'on réfléchisse aussi à un autre format avec peut-être une vidéo pour qu'on puisse montrer aussi en même temps, enfin quelque chose d'un peu plus poussé. De toute façon, visuel, surtout parce que des fois on aborde des thématiques ou même on parle de machines, on parle d'exercices et juste le fait d'avoir un petit visuel, ça pourrait vous aider à mieux comprendre et voilà, à mieux apprécier le podcast. De toute façon, on réfléchit à pas mal de choses pour faire évoluer le podcast. De toute façon, c'est ça aussi la mentalité 0RIR. On cherche toujours à essayer d'améliorer. Donc là, on est sur des pistes pour les invités, mais aussi sur le format du podcast en général, pour essayer de l'améliorer et proposer quelque chose d'un peu plus, pour step up, on va dire, la qualité du podcast. Donc, 4 questions cette fois-ci. Je vais faire le petit sommaire. On verra si je dois en cutter quelques-unes après ou pas. La première, alors on va peut-être pas les traiter dans l'ordre aussi comme d'habitude. En général, j'annonce les questions, puis après on prend celles qui nous inspirent le plus en premier. Ouais. La première question, c'est du coup, est-ce que le half body est un bon format d'entraînement ou pas? Deuxième question, est-ce que je connais le xéno-androgène D-Ball de Crazy Bulk? Eh oui, le fameux. Le fameux. Est-ce qu'on le connaît celui-là? Est-ce qu'on le connaît seulement? Ouais. Ensuite, du coup, est-il intéressant de faire des exercices au poids du corps? Et enfin, dernière question, pourquoi ne faites-vous pas de développé couché? Donc, 4 questions qui, je pense, il y en a quelques-unes qui vont durer un bon petit moment. Donc, on verra si on arrive à toutes les faire ou pas. Ouais. Mais, avant de passer aux questions, le fameux rituel, el famoso rituel du podcast, on va faire un petit récap de nos semaines, sachant que là, ça fait 1 semaine et demie, je crois, qu'on a tourné le dernier épisode du podcast. Ouais. Donc, il s'en est passé des choses durant ces 1 semaine et demie. Et du coup, mon frère, je te laisse commencer. Est-ce que du coup, tu es retourné au resto indien ou est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter? Alors, vous me connaissez, moi j'ai plutôt une vie, on va dire, simple, et puis on va dire qu'elle se ressemble bien souvent, alors pas par tristesse, hein, mais parce que c'est aussi mon mode de vie, d'avoir ce mode un peu casanier. Donc une semaine comme une autre, pleine de progression, pleine de PR, pleine de nutrition, pleine d'assiettes, que dis-je, de bols remplis. Donc non, tout se passe pour le mieux, tout se passe très bien. On retourne cette fois-ci au restaurant indien, mais à 3. On ira avec Denis et un ami aussi. Donc je vais leur faire goûter le fameux piment hyper pimenté, celui qui brûle le palais. J'ai envie de me faire pleurer. Voilà. Et on va voir s'ils tiennent aussi le challenge. Et sinon, pour faire un petit peu de lien pour ceux qui avaient écouté les tout premiers podcasts, j'avais envoyé, quand Denis était en Hongrie, un colis rempli de compléments alimentaires, de collagène, parce que Denis n'avait pas accès à du bon collagène quand il était à Budapest. Et donc, j'avais fait un bon petit colis que j'avais emmené soigneusement après une séance jambes à la poste. Et pour ceux qui s'en rappellent, j'étais complètement mort après cette séance. Et quand j'avais fait le colis et donné le colis, en fait, je ne savais plus parler. Et j'avais pris un espèce d'accent hongrois parce que j'étais complètement absorbé par l'étiquetage Budapest, Hongrie. Et j'avais pris un accent dégueulasse hongrois. Je ne sais même pas pourquoi j'avais fait ça. Enfin bref. Et Denis n'a jamais reçu ce colis-là. Et du coup, il m'est retourné. Enfin, il est revenu chez moi.
Mais je ne savais pas que c'était ça en fait. J'avais un colis à aller chercher au bureau de poste, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc du coup, c'était la surprise jusqu'à ce que je découvre ce que c'était. Donc le colis m'est bien revenu, intact. Donc voilà, il a fait un petit tour de l'Europe et il m'est revenu ici. Donc retour à l'envoyeur. Ouais, alors pour faire un petit point sur cette histoire de tout ce qui est du coup donc complément et quand j'étais en Hongrie, Ouais, le truc c'est que lorsque j'étais en Hongrie, Nutrimuscle ne pouvait pas me livrer en Hongrie. Donc ouais, c'est ça. c'est par rapport aux transporteurs, je sais pas exactement, c'est tous les détails logistiques qui me dépassent, mais du coup ils pouvaient pas me livrer. Alors l'avantage c'est que en Hongrie, tu as plein de boutiques de compléments. Tu as plein de boutiques de compléments et les compléments là-bas ne coûtent pas vraiment cher. Ce qui fait que bon, bah, je me suis dit, c'est l'histoire de quelques mois, je vais prendre ma whey là-bas, je vais prendre ma créa là-bas, je vais prendre mon collagène là-bas, etc. Et du coup, donc là-bas, j'avais acheté du collagène, j'avais acheté de la gluco aussi, ouais, c'était gluco, c'était un mélange, enfin, il y avait de la gluco, etc. Et en fait, peu de temps après que je sois arrivé, j'ai commencé à avoir quand même pas mal de douleurs articulaires. Et même en augmentant les doses, eh bien, j'avais toujours mal, même quand j'avais des doses assez importantes de collagène, de gluco, etc. Et bizarrement, dès que je suis revenu en France et que j'ai commencé à taper dans le stock des parents, parce que du coup, pareil, si vous avez la ref, donc, eh bien, toutes les personnes qui utilisaient mon code promo, je m'en servais du coup pour acheter des compléments pour les articulations pour mes parents, donc collagène, gluco principalement. Et du coup, quand je suis rentré, bah, j'ai été le premier à taper dedans. Et clairement, à l'espace de 5 ou 6 jours, mes douleurs articulaires ont extrêmement diminué. En fait, il y a un seau de collagène sur la table de la cuisine chez mes parents. Et Oui, c'est donc, vrai. mes parents, voilà, en fait, à tour de rôle, quand vient le moment du dessert, et ben, chacun prend sa petite cuillerée de collagène et voilà, on se donne chacun cette C'est ça, c'est la tournée générale de collagène. journée générale du collagène. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce qu'il y a une petite morale derrière tout ça, c'est que la qualité quand même des compléments n'est pas la même partout. Et là, alors, je sais pas, je vais peut-être pas donner la marque que j'avais achetée quand j'étais en Hongrie pour pas avoir de problème, Non, et mais puis on s'en fiche. mais effectivement, faites attention parce que toutes les marques ne se valent pas. Et donc, faites bien attention à la qualité de vos compléments. Parce que, bah, comme je le dis souvent, il vaut mieux payer un complément un peu plus cher qui va fonctionner que payer un complément pas très cher et qui va pas vous apporter de bénéfices tout simplement. Ouais. C'est vrai qu'on avait fait plusieurs podcasts là-dessus, enfin, ou du moins, on expliquait que bien souvent, quand la liste des ingrédients, elle dépassait votre main sur l'étiquetage de vos compléments alimentaires, bah, ça sentait pas très bon. Généralement, quand vous prenez voilà, un complément alimentaire, vous souhaitez uniquement ce que vous voulez. En fait, si vous prenez des vitamines, bah, vous voulez avoir des vitamines dans vos trucs et pas autre chose dedans. Et pareil pour le collagène. Et donc, bah, voilà, certains fabricants n'hésitent pas à sous-doser le collagène et le mélanger avec d'autres édulcorants, acidifiants, émulsifiants, voilà, tout un tas de petites cochonneries qu'on n'a pas besoin d'avoir. Donc voilà, méfiez-vous des listes d'ingrédients et prenez bien souvent des compléments où vous avez le moins d'ingrédients possible. Ouais, même au niveau de la whey, donc tout ce qui va être whey native et ce qu'on va appeler whey fromageur. Oui, Pour faire un rapide débrief de tout ça, en fait, donc il y a deux types de protéines laitières. Il y a celles qui, du coup, vont directement être issues du lait, c'est ce qu'on va appeler les whey natives, et qui, du coup, eh bien, vont voilà, être celles de meilleure qualité. Et après, parce on qu'elles vont va avoir moins de transformation c'est ça, et puis elles vont être issues directement du lait, donc beaucoup plus riches en nutriments. Et aussi. ensuite, on va avoir les whey fromagères qui, du coup, passent par un processus de fabrication plus long. Du coup, donc, le lait est d'abord transformé en fromage, et ensuite, tout ce qui n'est pas du fromage, donc tout ce qui reste et qui n'est pas du fromage, donc au final, c'est les déchets de l'industrie du fromage, sont utilisés pour créer de la whey. Et c'est ce qu'on appelle une whey fromagère. Et là, à ce moment-là, on a tout de suite, eh bien, beaucoup moins de nutriments parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis avec la fabrication du fromage et surtout, je le répète, c'est le déchet de l'industrie du fromage. Donc c'est un peu voilà pour recycler et ne pas perdre de l'argent, etc. que les industries font ça. Et au final, du coup, eh bien, ces whey sont quand même de beaucoup moins bonne qualité et souvent elles sont aussi plus attractives parce qu'elles sont beaucoup moins chères.
Après, il y a certaines techniques qui sont utilisées notamment pour les industriels, qui sont par exemple ce qu'on appelle le spiking. Le spiking, c'est le fait de tout simplement rajouter artificiellement certains acides aminés dans la protéine pour l'enrichir, parce qu'en fait, elle est très pauvre au final en acides aminés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis dans le processus du coup de transformation. Parce que voilà, c'est chauffé à très haute température et voilà, ça dénature en fait la qualité. Et puis même, du coup, il y a énormément de procédés chimiques qui sont Oui. utilisés tout au long de tout ça, parce qu'en fait, les whey fromagères, par exemple, sont obtenues, ça donne une poudre un peu plus jaunâtre, du coup, il y a tous les processus de blanchiment, etc. Tout ça, il y a beaucoup, beaucoup plus de processus chimiques qui font que, bah voilà, elles sont beaucoup moins bonnes aussi pour la santé, tout simplement. Donc, faites attention à l'origine de vos protéines. Comme je dis, parfois, il faut payer, voilà, peut-être 10, 15 euros plus cher, mais vous allez avoir quelque chose de meilleure qualité et de meilleur aussi pour votre santé de manière générale. Donc parfois, ce n'est pas forcément le prix qu'il faut regarder, faites toujours passer la qualité avant tout. Voilà, et puis même, voilà, on revient toujours à cette liste d'ingrédients. Moins vous en avez, mieux c'est. Faites preuve de bon sens. Et surtout, vous allez aussi mieux la digérer, bien souvent, hein. Ça va aussi laisser moins de séquelles dans votre circuit digestif. Ouais, ça, tout dépend après. Mais, euh, mais ouais, il ne faut pas s'arrêter juste au prix, il faut parfois aller un peu plus loin que ça. Ah oui, c'est ça, en fait. Plus la liste d'ingrédients est grande, plus ils vont masquer, en fait, ben, cette whey. Et donc, bah, c'est un indice. Plus vous aurez d'ingrédients, plus vous aurez, bah, comme je disais, voilà, des stabilisants, des émulsifiants, des édulcorants qui vont être là pour essayer de masquer, améliorer le goût, etc. de votre whey. Donc voilà, méfiez-vous de tout ça. Ok. Et tu veux pas rajouter de faire attention à la liste des ingrédients? Je crois que tu l'as pas assez dit. C'est vrai, mais en fait, faut dire aussi à ceux qui nous écoutent qu'on tourne le podcast tard. Alors tard, même pour moi très tard, il est 20 h là, donc on est parti pour bien une heure et demie de podcast et je Ouais, suis 2 heures même. éclaté. Je Ouais, suis éclaté. c'est la fin de journée. Ah ouais, Il y a des séances qui sont passées par là. Du ah coup, ouais. on est un peu fracassé, mais c'est pas très grave. Je pense que ça permet aussi d'avoir un podcast un peu plus posé, un peu plus zen. Mm. Et Et puis, pensez à la liste des aliments, des ingrédients. ils confondent les mots maintenant, c'est de pire Oh en ouais, pire. oh, je suis désolé, il va être brouillon, hein. Il va être vraiment brouillon. C'est pas grave, il est authentique au moins. Et du coup, mon frère, tu as récupéré donc la poste, tu as renvoyé ce que tu m'avais envoyé. Donc, c'était du collagène et de la gluco que tu m'avais Ouais, envoyé. exact. Et du coup, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ta semaine ou pas? Non, 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 j'ai fait le tour là. J'accueille avec les bras grands ouverts mon jour de repos demain. Donc voilà, je vais le savourer. Ouais, là, t'as fait trois jours d'entraînement de suite. Ouais. Et Donc, demain, j'en profite, voilà. Donc jour de repos et même je vais aller voir notre ostéo pour faire un petit check-in, même si tout va bien. J'aime bien prendre le temps, voilà, tous les 2, 3 mois d'aller voir un ostéo compétent pour faire le point un petit peu sur le corps, la posture, voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de la mobilité, etc. Surtout du tronc et des hanches, c'est là où des fois j'ai un peu des raideurs. Donc voilà, je vais en profiter pour faire le point. ok, ok. Moi, j'ai Et été le voir. pensez à la liste des ingrédients. Je vais le ressortir plusieurs fois dans le podcast. J'ai été le voir ouais, la semaine dernière, l'ostéo. Bah, en fait, il faut dire que Denis a été le voir la semaine dernière. Et à chaque fois que Denis va voir un professionnel de santé, moi derrière, j'ai une petite gêne qui apparaît. Je me dis merde, putain, je crois qu'il faut que j'aille le voir aussi. Alors donc, j'ai pris rendez-vous aussi. Alors non, tout va bien, fort heureusement, même pour toi aussi de deux. Enfin, ça va mieux, on va dire. Ouais. Bah, on va peut-être en parler. Enfin, t'as fini ton débrief du Ouais, coup? j'ai fini, je t'en prie, vas-y. Alors, c'est vrai que moi, il s'est passé quand même pas mal de choses là sur cette semaine et demie. C'était une semaine très mouvementée pour ma part. Déjà, donc je suis parti à Paris quelques jours, donc principalement pour des futurs projets dont je parle de temps en temps, mais je dis juste que ce sont des projets. En tout cas, voilà, il y a de gros projets qui arrivent pour cette année. J'en dis pas plus parce que voilà, j'en parlerai plus quand ça sera concrétisé. Mais c'est voilà, des projets de plusieurs années de travail. Donc c'est quand même des gros projets qui vont sortir cette année. Donc j'ai été à Paris pour ça. J'ai fait aussi un peu le salon de l'agriculture, etc. Et
et du coup, donc je dormais on avait un très bel appart, on avait pris un Airbnb, et on avait un très bel appart, sauf que mon matelas, c'était de la pierre. Et, euh, et du coup, donc en plein milieu d'une nuit, je me réveille parce que j'avais trop mal au dos. J'avais trop mal au dos. Et du coup, je me réveille, j'essaie de m'étirer un peu, etc. Et au final, j'étais tellement crevé parce que du coup, je me levais très tôt les matins, je me couchais très tard les soirs et les journées étaient ultra remplies. Parce que, vu comme j'habite pas à Paris, j'avais vraiment tout paqué en même temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendormi en étant assis. Et en étant assis, quand je me suis endormi, ma tête est partie en arrière, comme ça, Tu t'es toute seule. endormi. Attends, il s'est endormi assis, ça je l'avais pas ça. Ah ouais, je me suis endormi assis, mais j'étais tellement flingué. Et en fait, quand je me suis endormi en étant assis, ce qui s'est passé, ma tête est partie et j'ai entendu un petit croc. Et là, j'ai su. j'ai su. J'ai su que c'était foutu. Après, du coup, donc, quand il y a eu le petit cloc, la douleur n'est pas arrivée tout de suite, mais elle est arrivée le lendemain. Et le lendemain, du coup, c'était le jour où je rentrais, sur Limoges. Et ouais, j'étais complètement bloqué. Donc j'ai appelé notre ostéo, il m'a pris dans la demi-heure qui a suivi. Ah, il est trop bien pour ça, ouais. Ouais, il est trop bien pour ça. Il m'a débloqué et puis après, du coup, ça m'avait laissé quand même une grosse contracture. Donc il a fallu quelques jours pour que la contracture s'en aille. Je la sens encore. Non, je la sens plus en fait. Mais petit test en direct. Mais du coup, ouais, ça m'a gêné un peu. Au niveau des entraînements, c'est pareil, j'ai fait attention, etc. J'ai pas pu m'entraîner comme je voulais, du coup, tout de suite. Il y a vraiment que hier et aujourd'hui où j'ai pu faire un peu plus le bourrin. Mais sinon, ouais, j'étais un peu. Il fallait que je fasse attention, quoi. Donc, ça, c'était la première petite chose. Moralité, ne dormez pas assis. Non, mais c'est surtout la moralité, ça va encore plus loin. C'est que il faut impérativement choisir une bonne literie. Voilà, n'ayez pas peur de mettre le prix aussi sur votre matelas. Moi, j'ai un matelas là qui m'a coûté extrêmement cher. Enfin, extrêmement cher, tout est relatif. J'ai dû payer quasiment 2000 € mon matelas, mais c'est un matelas qui va me durer hyper longtemps et surtout, c'est là où je passe voilà, Ah, tu y es tous les quasiment soirs, 8 quoi. heures, 8 heures voilà, chaque jour, je passe 8 heures dessus. Donc j'ai besoin de bien dormir, de bien récupérer. Donc on va dire voilà, un sommeil de qualité, ça passe par une très bonne literie, par évidemment voilà, dormir dans une pièce dans le noir, éviter les écrans, avoir une température adaptée aussi dans votre chambre. Mais la literie, c'est quand même le truc incontournable à avoir, une bonne literie. Ouais, c'est ça, c'est un truc, comme tu dis, tu y passes énormément de temps et tous les soirs, et c'est un impact énorme sur Ah ouais. ta récupération, ta progression, etc. Donc, effectivement, il ne faut pas avoir peur de mettre un peu le prix dans quelque chose qui, d'une, en plus, va durer longtemps, et deux, va t'apporter énormément de bénéfices. C'est ça. Donc, ouais, non, Et mais vous savez qu'après, ça va être rentabilisé hein, vous allez dormir dessus pendant 10, 15, 20 ans pour ça, et puis après, vous allez le renouveler, mais c'est la meilleure chose à faire. Moi, en fait, pour petit fun fact encore, quand on était en appartement avec Denis, j'avais un lit, il était naze. Il était vraiment naze. il était nul à chier! Et en fait, j'avais un sommier, bon, en bois, voilà quoi, c'est des petites bûchettes quoi qui tenaient le tout. Et le matelas, il était épais, ouais, sur 10 centimètres quoi. Donc en gros, je dormais sur les lattes. Et bien sûr, il a jamais vraiment tenu quoi. Il était même un peu pété et je dormais sur un matelas qui était pas tout à fait droit. Mais bon, voilà, on est étudiant, on fait avec et puis on se dit que ça va aller, ça va aller. Et bon bah voilà, j'ai eu plein de contractures parce que je dormais dans des positions qui étaient inconfortables. Et le jour où j'ai changé ma literie, bah ça m'a changé la vie. Mais je vous assure que mon lit là que j'ai actuellement, mais quand je me pose dessus, putain mais je dors direct. Bon parce qu'après voilà, j'ai pas de souci aussi à m'endormir, mais je dors bien et surtout je me réveille le matin, je sens que voilà mon corps a bien récupéré, j'ai pas de douleur, etc. Mais ouais, l'ancien lit c'était quelque chose. Non, mais attends, ton lit, là, t'en as juste parlé vite fait. Mais moi, je me souviens de son lit. Alors, déjà, c'était ultra fréquent que au milieu de la nuit, j'entende des bruits de visseuse. C'était Rémi qui était en train de renforcer son lit parce qu'il venait de lâcher un endroit. Donc, il était en train de lui mettre des renforts, des vis, des trucs, des bouts de métaux qu'il trouvait. Et puis, de temps en temps, on allait se coucher, donc on avait chacun nos chambres. Moi, j'étais à droite, Rémi à gauche. Et j'entendais « Oh putain !»
J'allais voir. Et en fait, ces lattes, elles bougeaient. Et quand elles bougeaient un peu trop, bah, Rémi, il traversait et il finissait par terre. Bah voilà, en fait, c'est que en fait, le lit, il était, bon, voilà, il était de mauvaise qualité, donc dès que, bah, en plus, j'étais un peu lourd à l'époque et tout, enfin, je le suis toujours, mais quand je dormais dessus, bon, bah, le lit s'affaissait et puis il s'est casillé un petit peu, il s'écartait. Et les lattes, en fait, elles n'étaient pas suffisamment longues et du coup, je passais à travers, donc ça sautait d'un côté, donc le matelas, il était un peu de travers. Donc en pleine nuit, je me relevais, je remettais mes lattes. Et c'est vrai que à la fin, j'avais mis une sangle tout autour du lit pour que Ah ça oui, c'est vrai. tienne et que ça le serre bien. Mais voilà, quoi, c'était vraiment la débrouille. Vraiment, vraiment trop de débrouille et c'était chiant. C'était vraiment chiant. Et du coup, des fois, pas par flemme, mais si un peu par flemme. En pleine nuit, j'avais la flemme de remettre les lattes, etc. Et je dormais comme un con dessus, et sauf que j'étais de travers. Donc, Ah ouais, ce lit. Je me souviens, on l'avait trouvé sur Le Bon Coin à ouais, 10 €. 10 €. Un lit à 10 balles. Sommier plus matelas. Ouais. Bon, honnêtement, c'était une bonne affaire, mais c'est vrai qu'il était bien drôle, ce lit. Et il a duré au moins 4 ans, hein. Ouais, ouais, ouais. Et il On était avait été le chercher rentabilisé, avec, hein. avec Robin, avec Monstro. Ouais, on y avait été avec C'est des bons Monstro. souvenirs, ça. Des très très bons souvenirs. Mais du coup, moralité, ayez un bon lit. Parce que, pareil, je vais rajouter sur cette anecdote, c'est que à Budapest, donc j'avais un studio meublé, et c'est pareil. Le matelas, il était archi dur, quoi. Et au début, bon, bah, t'arrives, tu te dis c'est pas confortable, et puis au bout d'un moment, tu t'habitues. Ouais. Quand je suis rentré en France, que j'ai retrouvé mon lit, mon vrai lit, tout de suite, j'ai senti la différence. Je dormais tellement mieux. Et du coup, avec ma Oura, que je traque mes données, pour le même temps passé dans mon lit, je dormais beaucoup plus et beaucoup mieux. Ouais. Donc, mais ça se comptait, il y avait vraiment genre 1 heure de différence. Donc, c'est-à-dire que dans mon ancien lit, j'y passais, je sais pas, genre 9 heures. Sur 9 heures, j'avais 7 heures de sommeil réel. Là, du coup, je passe 9 heures dans mon lit et sur les 9 heures, j'ai 8 heures et parfois même, dans le meilleur des cas, 8h30 de sommeil réel. Et la seule différence, c'est la qualité du lit. Mm. Donc, vraiment, investissez dans un bon lit. Bah vas-y, Denis, poursuis sur ton débrief parce que là, ouais, il y a déjà 30 minutes. Ah, tu sais que t'as faim? Ouais, parce que du coup, il est 20h20 là cette fois-ci et j'ai une dalle. Et je t'ai dit, J'ai une dalle. si besoin, tu peux faire une petite pause repas pour montrer en plus ce que tu manges. Parce que ça a été pas mal demandé Ouais, mais je vais le dire à l'oral, c'est pas poli, enfin c'est mal poli de manger quand même. dans le dernier podcast. On a parlé du coup donc beaucoup d'astuces de prise de masse, etc. Et vous nous avez demandé un peu plus de recettes. Donc au final, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire un peu nos derniers repas. Ouais, Et je pense que ça pourra peut-être inspirer certaines personnes. exactement. Alors, je vais peut-être finir avec ma semaine avant qu'on balance Yes. les repas. Du coup, donc j'étais sur Paris. Et donc, je vais passer un peu les détails, mais quand j'étais sur Paris, je vais retenir que les trucs qui étaient intéressants. Quand j'étais sur Paris, j'ai fait énormément de restaurants. C'est-à-dire que je mangeais le midi et le soir au restaurant. Chose qui. Voilà, en fait, j'ai fait plus de restaurants en 4 jours que durant les 3 dernières années. C'est c'est- Facile. c'est aussi simple que ça. Et du coup, donc, je suis rentré sur Limoges et on a refait un resto avec Rémi et nos parents il n'y a pas longtemps aussi. Et du coup, donc, je vais en refaire un vendredi. Ce qui fait que vraiment sur cette période de temps, je vais avoir fait énormément de restaurants. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, là, celui-là qu'on se fait en fin de semaine, c'est pas un restaurant, Denis. C'est une épreuve. Effectivement. D'ailleurs, on fera le débrief dans le prochain podcast. Voilà. Et, et du coup, alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça vient aussi un peu à se poser la question du cheat meal. Tu sais, on a déjà parlé un peu dans l'épisode spécial sèche, Ouais. mais c'est que récemment aussi, j'ai beaucoup de mes suivis qui m'ont posé des questions par rapport au cheat meal. Comment du coup faire pour s'en sortir au mieux et garder une relation saine avec la nourriture tout en suivant sa diète et du coup en s'autorisant des écarts.
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ta diète, on en a déjà parlé, ne doit pas être une contrainte. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir l'impression d'être contraint à suivre ta diète et il ne faut pas que tu ressentes, on va dire, le besoin de faire des cheat meals. Si tu ressens le besoin de bouffer des gros burgers, c'est que malheureusement, quelque chose ne va pas dans ta diète ou alors quelque chose ne va pas dans ta façon d'appréhender ta diète. Donc ça, c'est le premier point. On en a déjà parlé dans le podcast, donc on va pas s'éterniser dessus. Mais là, c'est surtout sur tout ce qui va être repas en extérieur. Et parfois, eh bien, c'est pas que tu n'as pas le choix. Hein, j'aurais pu préparer mes repas et les faire, mais là, c'est que du coup, eh bien, souvent, j'étais pas seul et c'était plus que des repas. C'était des repas entre guillemets d'affaires, etc. Donc voilà, c'était repas travail, etc. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois peuvent se retrouver dans cette situation-là. Il y a des commerciaux qui, du coup, parfois mangent avec leurs clients, etc. Et du coup, tu peux être contraint à faire des repas en extérieur. Et du coup, quand tu fais des repas en extérieur, tu n'es pas maître au final de ce que tu manges. Et comment faire pour appréhender ça? Comment faire aussi pour gérer ça? Beaucoup, du coup, vont essayer de s'orienter vers la salade, les trucs pas caloriques, etc. En général, c'est pas forcément ce que je recommande. Lorsque tu fais un repas en extérieur, en général, tu n'y vas pas seul. Ce qui fait que le cheat meal ne se résume pas uniquement à la nourriture. C'est le moment entier où tu vas passer, que tu sois avec des amis, de la famille ou sur un repas d'affaires. Ça se résume pas à juste ce que tu vas manger. Donc, concentre-toi sur le moment présent et si pour passer un moment agréable, eh bien, tu as besoin de manger, je sais pas, une entrecôte avec des frites, eh bien, mange une entrecôte avec des frites, tout simplement. Ce qu'il faut juste, c'est pas forcément, enfin, pas te péter le bide. C'est-à-dire que, effectivement, si tu as plusieurs choix d'entrecôte, ce qui était par exemple le cas dans le dernier resto qu'on a fait avec nos parents, ne prends pas, par exemple, l'entrecôte de 900 grammes. Là, tu peux être sûr que ça va faire trop. Tu vois, une entrecôte je ne sais plus combien elle faisait, c'est qu'on a pris, elle faisait 250 grammes. Tu vois, c'est largement suffisant et tu sors de table, tu as mangé, mais tu n'as pas trop mangé. Ce qu'il faut éviter, bien sûr, c'est les excès. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, ça, c'était pour le choix alimentaire. Je pense que voilà, j'ai fait le tour. Mais c'est surtout comment un peu les appréhender parce que beaucoup de personnes se disent oui, moi, du coup, je m'autorise un cheat meal par semaine. Moi, c'est tant, etc. Au final, ça, c'est pas forcément la meilleure façon d'appréhender tes cheat meals. Ce qu'il faut faire, c'est pas s'imposer un nombre de cheat meals sur une période de temps. Ce qu'il faut, c'est tout simplement suivre ta diète. Et lorsque tu as des événements sociaux de programmer, eh bien à ce moment-là, tu y vas et du coup, tu prends quelque chose qui te fait plaisir. Mais le truc, c'est que si tu te dis, ah bah tiens, je me fais un cheat meal par semaine, ce qui va se passer, c'est que si je sais pas, tu as un repas de famille ou un resto avec des amis qui est prévu, ok, ça va bien se goupiller. Mais si par exemple, tu n'as rien de prévu, bah, tu vas te dire ah tiens j'ai le droit à mon cheat meal et tu vas te retrouver à faire un cheat meal tout seul et au final ça c'est pas avoir une bonne relation avec la nourriture parce qu'en plus tu sais cheat meal tu vas te faire un McDo un truc comme ça parce que souvent les gens ce qu'ils appellent cheat meal c'est les repas en extérieur c'est surtout ça et au final tu n'as pas tous les avantages que j'ai parlé précédemment parce que ça ne se résume pas uniquement au repas, c'est vraiment le moment, il faut considérer le moment et pas juste le repas. Et si tu fais ça tout seul, eh bien en fait, ça nique un peu tout ça et ça casse un peu ta relation avec la nourriture parce que tu associes du coup ça au repas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement ne pas te fixer de limites. Si du coup tu n'as rien de prévu pendant 2 ou 3 semaines, bah, tu ne vas pas cheater pendant 2 ou 3 semaines. Ta diète, comme je t'ai dit, doit te convenir et du coup, tu ne dois pas avoir l'impression que c'est une contrainte. Si par exemple, maintenant, je ne sais pas, c'est la semaine de ton anniversaire, on va prendre ça par exemple comme exemple, et du coup, eh bien, le jour de ton anniversaire, tu fais ça, je ne sais pas, avec ta copine. Donc tu fais un cheat meal déjà pour ça, tu vas, je sais pas, vous allez au resto. Le lendemain, je ne sais pas, tu fais ça avec tes potes. Donc tu vas au resto maintenant avec tes potes et arrivé le week-end, tu fais ça avec ta famille. Et ben, cette semaine-là, tu as fait 3 cheat meals. Mais te prends pas la tête, c'était ton anniversaire, ça va pas arriver tout le temps, et c'est pas toutes les semaines ton anniv, tu vois. Et ça se trouve, derrière, tu vas rester 2-3 semaines sans faire de cheat. C'est comme ça qu'il faut appréhender les choses. Ne vous prenez pas la tête. Si jamais vous avez une semaine comme moi, où vous êtes avec des amis, vous êtes avec des personnes autres pour le boulot, etc., vous allez peut-être faire pas mal de cheat meals sur cette période, et ça se trouve, derrière, vous allez rester peut-être 1, 2, 3 semaines sans faire de cheat meal. Donc cette histoire de cheat meal, en fait, elle monte beaucoup à la tête des gens et
Et je sais qu'il y a même beaucoup de personnes qui utilisent ça comme un truc marketing. Tu sais, il y en a qui vendent des programmes en mode cheat meal, enfin un cheat meal par semaine inclus. Tu vois, ça devient un argument de vente. Mais au final, c'est pas du tout avoir un bon aspect, enfin un bon rapport avec la nourriture que de faire ça. Juste considérez toujours le moment lorsque vous faites un repas en extérieur. Ne vous culpabilisez pas. Si jamais vous en avez 3 dans la semaine, bah vous en avez 3 dans la semaine. Et si derrière, vous n'en avez pas, et bien surtout, ne les provoquez pas. C'est ça le plus important. Il ne faut pas provoquer ces cheat meals. Il faut juste, voilà, et bien, lorsqu'il y a un événement de prévu, vous y allez. Et puis c'est tout. Tout à fait, ouais. Et puis alors on avait expliqué aussi que ces moments-là, ils sont hyper importants. C'est des moments où vous partagez ça, voilà, avec des proches, des amis, et tout ce que vous voulez. Mais que de toute façon, votre total calorique, il ne se remet pas à zéro au bout de 24 heures. Au bout de votre journée, si vous avez été en excès calorique par rapport à ce que vous aviez l'habitude de consommer, ben, c'est pas grave. Vous savez qu'après, les autres jours qui vont arriver derrière vont être là pour lisser, réguler un peu tout ça. Donc voilà, prenez ça comme un moment à part. Et de toute façon, après, il y aura une moyenne qui s'effectuera sur les prochains jours. Ouais. Je pense qu'on va pas Rentrer épiloguer plus. plus. Ouais. Ouais, parce que je pense que la question des cheat meals, ça pourrait être une question qui pourrait être répondue et beaucoup plus approfondie. Ouais. Là, on a juste un peu survolé un peu Bien le sûr, truc. parce qu'on pourra donner des exemples, voilà, type aussi, parce C'est ça. que l'alimentation qu'on a, voilà, Denis et moi, ce qu'on mange au quotidien, bah, c'est une alimentation aussi qui nous convient et qu'on aime manger. Et franchement, moi, même ce qu'on fait à nos suivis, les repas qu'on propose, des fois, ils sont un peu sophistiqués, un peu travaillés, un peu revisités. Et rien que ça, des fois, ça donne du baume au cœur et tu sais que tu manges quelque chose de bon et cette habitude alimentaire-là, ça vaut tout l'or du monde et c'est pas un McDo qui va remplacer quoi que ce soit. Si tu as un bon tupperware, hein, une bonne assiette bien préparée avec des bons aliments, voilà, tu sais que tu mangeras quelque chose de sain et qui t'apportera bien plus que les fast-food en tout genre. Ouais, bah, de toute façon, ça, c'est ce dont on a parlé dans le dernier podcast, hein, tout Ouais, simplement. exactement. Ouais. Mais ouais, cette question du cheat meal, ça pourrait être intéressant. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur les cheat meals, les erreurs à ne pas faire, comment les appréhender, etc. Quand Ouais. on sait qu'on en Et a surtout, fait. voilà, pas créer de troubles alimentaires vis-à-vis de ça, hein, parce que Exactement. c'est le meilleur moyen après de déclencher des troubles. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, tout simplement. Rémi, Yes. je prends ton truc de référencement, mais voilà, n'hésitez pas à nous le dire si jamais ce sujet-là, par exemple, vous intéresse. Euh, je vois qu'on est déjà à plus de 30 minutes du podcast. C'est vrai que moi, c'était des semaines c'était une semaine et demie très chargée. Il y a eu pas mal de choses. J'ai pas mal d'anecdotes vraiment à raconter, mais si je racontais tout ce qui m'est arrivé, je pense que le podcast ça serait podcast spécial retour de la semaine de Denis. Donc, Et peut-être que tu vas pouvoir les diluer dans le podcast, là. Peut-être que tu vas peut-être pouvoir... que je vais pouvoir les diluer dans celui-ci ou peut-être dans d'autres Dans d'autres, podcasts. ouais. Alors, c'est drôle aussi parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit les retours de nos semaines, il nous arrive toujours des trucs, on a toujours des trucs à raconter. Et Ouais, pas forcément, mais on pas trouve toujours un forcément. petit truc ouais, sur lequel rebondir. Mais tu vois, il nous arrive toujours des trucs. Et c'était pas le premier à me dire ça. Mhm. Que du coup, c'est vrai que, alors moi, je vais prendre de mon côté personnellement, mais c'est vrai que là, du coup, eh bien, j'avais à Paris, j'ai eu le truc de la nuque, j'ai eu, bon, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai dit que j'allais pas en parler, mais du coup, la semaine d'avant, il y avait du coup le retour à Budapest, le retour en France, la construction des machines, etc. Tu vois, tout ça. C'est vraiment chaque semaine, il y a des trucs, et encore, on rentre pas dans les détails. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que lui disait, mais moi, en fait, si je fais un récap de ma semaine, j'ai pas de trucs comme ça, tu vois. J'ai pas de On a trucs comme toujours ça. des choses à dire. Regarde, moi, quand je fais mes récaps, ma vie, elle est, voilà, comme je disais, un peu simple. Hein, même je suis très casanier, je bouge très peu parce que c'est un peu mon mode de vie. Mais il y a toujours un petit truc qui m'arrive que je relève ou une morale à tirer d'une situation. Donc c'est vrai que quand on creuse, il y a toujours un petit truc sur lequel on pourrait épiloguer. Ouais, mais alors pourquoi je dis ça? Parce que je sais pas si tu te souviens,
Mais dans le podcast, du coup, qui n'avait pas fonctionné du retour en France, Ouais. j'avais un peu déjà parlé de ça et du coup, j'avais dit que donc moi, ma vie, tu sais, je la voyais un peu comme une aventure, tu vois, et que du coup, en gros, eh bien, chaque semaine, chaque jour, en fait, je devais voilà, vivre un peu mon aventure, profiter, etc. Mm. Et pas forcément voilà, être spectateur, être juste acteur. Et c'est ça, en fait, le truc, je pense, c'est que beaucoup de personnes sont spectateurs de la vie des autres et ne sont pas acteurs de leur propre vie. Et au final, ils passent à côté de pas mal de choses. Parce que je pense que beaucoup de personnes, tu sais, regardent un peu sur les réseaux, tu sais, la vie des autres, ceux qui sont là, moi j'ai une Ferrari, machin et tout. Et ça les fait un peu rêver, alors qu'au final, dans leur propre vie, tu sais, ils peuvent vivre eux-mêmes des choses belles. Peut-être pas, voilà, avec des Ferrari, des trucs comme ça, mais sortez de chez vous, rencontrez des gens, faites des choses et n'ayez pas peur aussi d'aller vers les gens, n'ayez pas peur de faire des choses, ne vous mettez pas de limites et vous allez voir que vous aussi, vous aurez des choses à raconter et vous aurez des anecdotes à raconter. Et voilà, c'est comme ça, je pense qu'il faut voir sa vie comme étant acteur de sa propre vie et ne pas être spectateur de la vie des autres, notamment via les réseaux sociaux. Soyez un petit aventurier. Voilà, soyez un petit aventurier et vivez votre propre aventure à travers votre vie. Je pense que on peut en finir avec ce petit débrief qui a été un peu long. Pas mal de petites morales au final dans ce débrief, hein. Sachant que dans les commentaires YouTube, là, on nous a dit de continuer nos petites morales. Donc voilà, là, vous êtes servis. Ouais, elles sont très appréciées. Donc on va les continuer. Mm. Et c'est le moment du repas. Il faut qu'on rajoute ça dans les rituels du podcast. Après nos Oh. anecdotes, il faut qu'on rajoute nos repas pour vous donner des idées de repas. Et on Ouais. fera jamais les 4 questions. Non, mais c'est sûr de demain, on pourra pas. Si elles sont assez courtes, il y en a quelques-unes. Ouais, enfin, chaque fois qu'on dit ça, on fait 2 heures de questions. Ok, et bah tu sais ce qu'on fait, on donne en one shot comme ça notre dernier repas. Ouais, vas-y. Enfin, Non mais pour pas que ça soit trop long non plus. Ok. Mon dernier repas du coup que j'ai mangé à midi, eh bien c'était du couscous, de la semoule. Alors ça c'est vraiment le truc hyper rapide. Donc voilà, vous faites chauffer de l'eau bien bouillante, vous mettez dans votre casserole votre quantité de semoule, vous versez votre eau bouillante, vous tournez, c'est prêt. J'ai mangé ça avec ça, pardon. euh, une ou deux cuisses de poulet. J'avais 2 cuisses de poulet. Et j'ai mangé. Enfin, une cuisse et demie. J'ai l'autre moitié ici. Voilà, c'est ça. J'ai fait une cuisse et demie. Donc, j'ai une cuisse et demie à midi et une autre cuisse le soir. Et j'ai mis des petits légumes. J'avais oignons, carottes. Moi, j'ai fait une sorte de couscous, en gros. Oignons, carottes. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ouais, c'est tout. Oignons, carottes, ouais, c'est ça. Ok. Donc, après, bah, Euh, voilà, ça faisait un bon petit jus. Et puis, Ouais, ça avait l'air bon. Et là, pour ton repas de ce soir, t'as quoi? Le eh ben, la reste? même chose. La même La même chose. chose. Ok. Ouais, t'as préparé 2 fois. Ouais, je prépare en double pour le midi et le soir, ou des fois c'est pour le soir et le lendemain midi. Là, j'ai fait pour midi et soir. Ok. Et toi? Alors moi, à midi, j'ai mangé. Alors en fait, il me restait j'ai fait du chou avec du porc et des pommes de terre. Donc c'est très bon. Mais le problème, c'est le chou. Et Ah, toi aussi. aussi. Et, euh, et du coup, j'en ai fait pour 3 jours, je crois. Donc la première fois que j'en ai mangé, j'étais en jour de repos, donc ça allait, ça n'avait pas plus dérangé que ça. Et hier, j'en ai mangé le midi. C'était très bon. Et au final, ouais, ça m'a un peu dérangé. Et puis du coup, donc j'avais mon entraînement. Donc, parce que du coup, je m'entraînais tard le soir, à 18-19 heures. Donc je me suis dit, c'est bon, ça va passer, quoi. C'est pas passé. Et tiens, une petite anecdote aussi. Hier, du coup, j'avais un date. Et du coup, eh bien, le chou, le chou aussi était de la partie. Oh non, putain. C'est bien qu'il s'était passé un truc. Tu m'as envoyé un message à minuit et tout là. Ouais, J'avais pas tous les tenants et les aboutissants. C'est bon, j'ai compris. quand tu as un message à minuit, déjà, moi, à 21 h, je dors normalement. Donc, quand tu as un message à minuit, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas ou qu'il s'est passé quelque chose. Mais du coup, donc, ouais, cette fois, donc, mon repas du midi, c'était donc un repas juste avant mon entraînement. Je m'entraînais juste après, donc il me restait du chou. Mais du coup, j'ai pas voulu manger le chou. Je vais le finir d'ailleurs ce soir, très certainement.
Et du coup, j'ai fait un repas rapide avec du jambon, du poireau, du fromage blanc et du miel de la maison en source de glucides. Mm. Donc pas beaucoup de glucides. Mais après, il me fallait un truc assez léger parce que je voulais pas être non plus dérangé pour ma séance. Et du coup, donc là, j'ai fait un gros post-workout. Et ce soir, eh bien, là, c'est pareil, je vais avoir plus de calories pour mon repas de ce soir. Donc mon entraînement s'est très très bien passé. J'ai tout explosé. Mais voilà, au moins, j'ai pas été gêné sur le plan digestif. Et si j'ai envie de donner un autre repas, j'ai sanglier émietté avec de la purée de pommes de terre et de la purée de tomates. Ça faisait un espèce de hachis parmentier. Ouais, le sanglier, c'est très sec. C'est vrai que mélanger avec une petite sauce. Ouais. Et la purée de tomate, c'est peu calorique. Allez-y, franchement. En plus, le Vous sanglier, baignez ça avant votre viande dans de la purée de tomate. c'était le connard de sanglier qui a défoncé les hectares de maïs cet été. C'est vrai? Ou l'été dernier, ouais, je sais plus. Ouais, non, ça, c'est des spéculations. On sait pas. Mais si, c'est les chasseurs qui l'ont donné. Ah oui? Et j'ai Ah, d'accord. croisé, je vais pas dire son nom, mais j'ai croisé le voisin avec qui j'en ai parlé, c'est lui qui l'a eu. Donc il était encore meilleur. Donc, tu as mangé du sanglier et du maïs. Bravo, Denis, du Ouais, maïs. Bravo. du maïs en même temps. Du coup, voilà pour les idées de repas. Est-ce que tu en as d'autres à partager, frère, des trucs que tu as mangé? Parce qu'après, moi, Euh, j'ai beaucoup mangé au resto, au final, comme je l'ai dit. Donc, j'ai. non, là, non, non, là, comme ça, de toute façon, j'ai pas une très grosse mémoire là en ce moment. Je me rappelle que de ce que j'ai mangé à midi parce qu'on avait préparé un petit peu le coup, mais non, le même repas ce soir. C'est vrai que moi, j'aime bien préparer pour 2 repas et à chaque fois, je cuisine soit la veille pour le lendemain, comme je disais, soit là, bah, là, j'avais préparé pour le podcast du soir, j'ai tout préparé à midi. Ok. On va pouvoir passer aux questions après Et 40 minutes de podcast. je sais pas, moi j'ai 53. Alors tout à l'heure j'ai donné aussi un timecode, mais c'était pas le bon. Attends, t'as 5. Non, c'est. Ah, c'est les records quand on a Ouais, commencé tout à c'est l'heure. ça, tu confonds. Alors, on va pouvoir commencer avec une question. Est-ce qu'il y en a une qui t'intéresse plus que les autres, mon frère, ou pas? Je ne m'en rappelle plus. Ouais, est-ce que j'allais dire? Je suis sûr que tu te rappelles plus les questions. Je suis désolé, vraiment, même pour ceux qui nous écoutent, là, je vais donner quand même le maximum, mais c'est vrai que je suis un peu KO. Moi, il y en a une qui vraiment me tente pas mal. C'est connais-tu? Je vais te la poser, Rémi. Ah bah, c'est bon. Est-ce que tu connais le xéno-androgène D-Ball de Crazy Bulk? Eh bien, non. Je ne sais pas ce que c'est. Mais rien qu'au nom, déjà, ça paraît un peu bizarre. Il y a le mot crazy, bulk, voilà, des noms Non, un peu attrayants. Déjà, ça pue un peu. je crois que c'est le nom de la marque, ça. Ah, Mais alors, je connais pas du tout. Déjà, quand tu vois un nom comme ça pue, ça sent pas bon. ouais. Mais comme je suis impliqué dans le podcast, qui c'est qui a fait une magnifique recherche? Mais en fait, cette question-là, pour être tout à fait franc, on l'avait relevée pour le podcast précédent et maintenant, je m'en souviens, j'avais été faire aussi une petite recherche il y a 2 semaines, mais je sais plus trop ce que c'est. Je crois que c'est des trucs style booster de testo à la con. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça s'appelle le D-Ball et c'est censé être comme du Dianabol. Voilà. Ah oui, mais Et en, oui, et en on en gros, avait parlé. tu vas sur le site et ils ont que des trucs comme ça. Donc, alternative légale aux stéroïdes, machin et tout. Je vous le dis, c'est de la merde. En fait, c'est Comme dirait vraiment, quelqu'un, Frédéric, ça sent pas bon. quand tu vois ça, quand tu vois ça, tu peux être sûr que c'est de la merde. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes les ingrédients, c'est quoi? C'est tout simplement de l'ashwagandha, du tribulus, etc. Des trucs comme ça, de la vitamine D. Et ils disent les mêmes effets que, je sais plus ce que c'est le stéro, pour du coup sans les effets secondaires, machin et tout. C'est sûr que tu vas pas avoir d'effets secondaires avec de la vitamine D et du tribulus, mais tu vas pas avoir un quelconque effet sur ta progression non plus. Ce qui se passe, c'est que tout simplement,
il y a, voilà, faites toujours attention aux appellations commerciales. Il y en a beaucoup qui se servent de ça tout simplement pour vendre des produits. Hein, c'est pas nouveau. On est déjà tous tombés sur des pubs sur Insta ou autre. Cette pilule qui va te faire perdre 30 kilos et tout. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment purement marketing, c'est vraiment purement commercial. C'est pas avec ça que tu vas prendre du muscle. Et en plus, souvent, c'est des trucs qui sont vendus, voilà, 60 euros. 60 euros pour ça, attends, ça fait 30 gélules dans le machin. Et ils te disent d'en prendre, coûte cher, ouais. et ils te disent d'en prendre 3 par jour. Tu as 10 jours pour 60 balles. Mais attends, j'ai mal regardé. C'est pas possible. Non, c'est ça. Ah non, c'est le nombre de servings. Donc, tu as 30 jours. Tu as 30 jours, pardon. Donc, tu as 90 gélules dans la boîte. Donc, tu passes 60 euros pour ça, sachant que si vraiment tu veux prendre de l'ashwagandha, de la vitamine D3, si tu prends tout séparé, tu t'en sortiras pour moins cher. Et en plus, ça sera très certainement de meilleure qualité. Aussi. Donc, faites attention comme ça aux compléments. Aux appellations des compléments, on connaît tous voilà, des trucs super méga masse 40 000, le truc qui te dit bon bah voilà, tu prends ça, tu prends 10 kilos en 3 semaines et que du muscle. Voilà, c'est sûr qu'il y a toujours un marketing qui est bien rodé et c'est sûr que la personne qui galère à prendre du poids, qui galère à progresser, eh bien elle va être tentée. Surtout qu'on a déjà parlé dans les précédents podcasts, tout ce qui va être dopage, etc. Les gens en parlent de plus en plus sur les réseaux. Donc tout de suite, il y a de plus en plus de personnes que ça intéresse. Et du coup, eh bien, quand tu as des marques comme ça qui promettent les mêmes résultats que du coup une cure de produits dopants sans les effets secondaires, eh bien, du coup, tu peux être sûr qu'il y a des personnes qui vont en acheter. Et très honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que le site fonctionne très bien parce que du coup, eh bien, beaucoup de personnes sont susceptibles d'acheter ce genre de produits. Et si du coup, quelqu'un nous pose la question, mais ce n'est pas la première fois qu'on a un nom de complément comme ça chelou qui revient. Et voilà, il suffit qu'il y ait un mec balèze qui te dise bon, bah voilà, moi j'en ai pris, c'est moi avant, c'est moi après. En un mois, j'ai pris 15 kilos et il y en a beaucoup qui vont acheter. Donc faites toujours attention à ça. On a déjà parlé beaucoup des compléments alimentaires, ce qu'on prend, ce qu'on juge utile, ce qu'on juge pas forcément utile, et reste sur des basiques. Et quand tu vas un peu chercher plus loin que le bout de ton nez, tu vois, tu as juste à regarder la liste d'ingrédients. Voilà, c'est des plantes principalement. D'ailleurs, j'ai fait un post sur les boosters de testostérone sur mon Insta où vraiment, voilà, j'ai montré avec les études scientifiques, voilà ce qui se passait réellement. Et au final, voilà, tout ce qui est booster de testo, c'est vraiment juste une pompe à fric. Tout ce que tu y gagnes, enfin, c'est pas toi qui y gagne au final, c'est ceux qui te le vendent qui gagnent de l'argent. Et toi, tu vas pas gagner du muscle en faisant ça. Il y a beaucoup voilà, d'études qui ont été faites sur tout ce qui est plantes, etc. Et malheureusement, eh bien, la plupart des résultats sont négatifs et il n'y a pas réellement d'effet, voire pas du tout, à en consommer. Celle qui aurait montré les meilleurs résultats, c'est l'ashwagandha à l'heure qu'il est. Mais on va dire c'est la seule. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'augmentation était ultra minime. Ce qui fait que tu ne peux pas en attendre des pas la potion magique, voilà, faut voilà, pas c'est attendre. ça. Donc c'est pas ça qui va te faire prendre du muscle. Donc fais bien attention à ça. Très honnêtement, quand tu vois des noms comme ça, bon déjà ça doit te mettre la puce à l'oreille, comme Rémi l'a dit très bien, et il peut peut-être nous refaire l'imitation de Frédéric. Ça sent pas bon, Frédéric, ça sent pas bon. Donc pour ceux qui ont la ref. oui, oh bah Rémi le référencement. Si tu as la ref, écris-le dans les commentaires. Voilà. T'as Rémi, si je fais tout ton taf pour ouais, mais moi j'ai pas toutes ces manies là, je sais pas. Et du coup, donc, oui, ça, voilà, fais attention à ça. Reste sur les basiques en termes de compléments et ne va pas dans des trucs trop commerciaux comme ça. Ou alors, si vraiment tu te dis, ah bah tiens, regarde toujours les ingrédients et tu verras que voilà, c'est toujours la même chose. Quand tu regardes un peu, donc j'ai regardé leurs autres produits, c'est toujours la même chose. Donc ils disent, voilà, il faut combiner avec ça, ça. Donc tu as les alternatives c'est la Trenbolone, je crois, là. Et c'est la même chose, tu as des plantes différentes, tu as un peu de malto.
que la malto, ça coûte pas si cher que ça. C'est pour ça. Voilà, donc tu te retrouves avec des trucs nuls à chier et ils vendent ça 60 balles et ils te disent, bah voilà, il faut que tu prennes tout ça. Donc tu prends leur pack, tu payes ça la peau du cul, tu prends ça chaque mois et puis au final, t'as pas de résultat. Donc faites attention avec les compléments alimentaires. En plus, on a parlé au début, j'ai parlé de la qualité des compléments alimentaires au début. Tu peux être sûr qu'en général, dans ce genre de compléments-là, c'est pas des compléments de qualité. Donc déjà, la formule de base n'est pas bonne, mais en plus de ça, la plupart des matières premières et des ingrédients qu'ils mettent dedans ne sont pas bons non plus. Donc au final, tout ce que en fait, tu n'as que à y perdre en achetant ça. Tu vas juste perdre ton argent. Voilà, donc c'est vraiment le mot, faites preuve de bon sens. Si vous voyez des packaging un peu colorés avec des X, des démons, des full, je sais pas quoi là, bah méfiez-vous, ça c'est la première chose. Et puis après, surtout, il y a des petits indices sur ce genre de site. Donc là, comme l'a dit Denis, il y a la confusion cherchée, hein, la confusion voulue entre le produit dopant et le produit aussi vendu. Donc ils font voilà le lien entre Trenbolone et le nom, je sais plus, qu'ils ont dans leur boutique, bah, ça y fait référence. Donc voilà, on essaye, on aspire à essayer d'acheter bah, pour essayer d'avoir les mêmes effets que le produit dopant, sans les effets bien sûr néfastes. Et après, méfiez-vous aussi de ces sites parce que bah, ils vont vendre le truc avec les meilleurs avis, commentaires, etc. Et ça me fait penser aussi à une histoire que j'avais déjà parlé dans le podcast des fameux petits cubores, j'ai appelé ça les petits cubores que les gens se mettaient dans le nombril et ça permettait du coup un rétrécissement de la cingle abdominale, ça permettait voilà, de perdre en tour de taille. Et bah voilà, par curiosité, j'avais été voir sur le site. Bon, déjà c'était un site de dropshipping et en fait il y avait une liste d'avis enfin énorme où ils disaient oui super machin, c'est génial, je recommande machin machin. Et en fait voilà, c'est des faux commentaires. Donc vraiment méfiez-vous de ces compléments, enfin, de ces trucs un peu farfelus. Voilà, regardez la liste des ingrédients, encore une fois. Et puis, euh, et puis voilà, faites preuve de bon sens. Sachez que les compléments alimentaires, ça sera vraiment une part minime des efforts que vous allez devoir. Enfin, comment dire, n'attendez pas, voilà, en fait, ce sera même pas quantifiable. Si vous voulez atteindre un objectif, bah, il faut aussi l'avoir à travers des efforts aussi de votre part. C'est pas en ayant des appels à des petits produits externes que vous allez vraiment changer, surtout ce genre de compléments. Mais sachez voilà, qu'il y a toujours un socle, une base commune, un entraînement structuré, une diète calculée, et puis des efforts sur du long terme. Et c'est vraiment ça qui fera 80, 98, 99% les résultats de votre physique. Ouais. En fait, si tu cherches des raccourcis, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est ça, en fait, tu prends, enfin, voilà, si tu veux, enfin, si tu fonctionnes à l'envers, si tu te dis, bon, il faut que j'essaye d'optimiser les choses sur l'entraînement, la nutrition, ça, ok, mais essayer d'attendre tout d'un seul complément alimentaire, bah, c'est pas bon. Enfin, voilà, vous rendez compte qu'au niveau de la masse, enfin, de l'entonnoir que ça peut représenter, diète et entraînement, ça va être, voilà, ça, et enfin, ça va être, voilà, 90% pour ceux qui nous écoutent, et pour les compléments alimentaires, pour ces petits produits un peu spéciaux là, ben ça va être rien du tout, ça va être infime, ça va être mon petit doigt, ça va être les derniers pourcentages. Ouais. Rémi, tu veux pas ajouter quelque chose sur la liste des ingrédients, peut-être? Je pense que la blague a assez duré, je crois. Et du coup, oui. Alors moi, j'aimerais revenir un peu sur les commentaires aussi, sur ce genre de site. Parce que c'est vrai que les avis clients, il faut bien comprendre aussi un truc, c'est que la plupart sont fake. Ouais, Euh, alors, ça, en fait, tu le sais pas. Moi, j'ai toujours fait très confiance aux avis clients jusqu'au jour où, du coup, eh bien, j'ai eu mes propres sites internet. ouais, Et je en sais fait, où tu vas aller, on dirait. ce qui se passe, c'est que je me souviens très bien, j'avais demandé du coup, donc à mes suivis bah, de m'écrire un avis. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que tout simplement, donc j'avais copié ce qu'ils m'avaient dit et je l'avais mis en avis client. Mais en fait, je me suis rendu compte que, ok, certes, c'est eux qui me l'avaient écrit, j'ai juste copié leur truc, mais en fait, j'aurais pu très bien rajouter des fakes avis. Mm, Au final, les avis, si tu regardes un peu sur mes services de coaching, etc., eh bien, il n'y en a pas. Je les ai retirés, tout simplement parce que pour moi, quand tu as plein d'avis,
parfois c'est plus un truc qui va te faire fuir qu'autre chose. Et en général, voilà, là, il n'y a pas longtemps, il se reconnaîtra parce que je sais qu'il écoute le podcast. Il y a quelqu'un qui m'a pris une analyse morpho et un programme et qui m'a dit qu'il était ultra content de l'analyse et du programme et qu'il voulait me laisser un commentaire quelque part, mais il ne savait pas où le laisser. Et je lui ai dit tout simplement que s'il était satisfait de mon travail, ben, il fallait tout simplement qu'il en parle aux gens autour de lui et voilà s'il était content. Parce qu'un avis, très honnêtement, même s'il mettait un avis et que je le copiais, que je le mettais sur mon site, ou que du coup il me met un avis et par exemple s'il y avait un truc où il pouvait écrire un avis, je pourrais très bien en fait supprimer son avis s'il me plaît pas ou le modifier. Le modifier, exact. Donc au final, les avis n'ont pas de valeur. Donc faites attention à ça. Et si vous êtes satisfait d'un service, parlez-en plutôt. C'est beaucoup plus, enfin, ça aide beaucoup plus les gens qui vendent ce service, qui mettent ce service à disposition, que du coup juste un avis, parce que malheureusement les avis, la plupart sont fake. Ouais, exactement. C'est vrai que même voilà, moi j'ai découvert ça aussi à travers mon site internet. On peut absolument tout faire. On peut modifier, supprimer. Voilà, quand un de mes suivis qui a eu un suivi avec moi justement et veut après mettre un commentaire, eh bien, je laisse de manière authentique. Et surtout, l'intérêt de laisser un avis, c'est d'expliquer aussi son suivi. C'est pas juste de dire super produit, je recommande. Ça n'a pas d'intérêt. Un avis, un commentaire, il faut aussi qu'il soit justifié, argumenté. Et c'est tout l'intérêt voilà, de sélectionner des bons avis et pas d'en avoir une liste de 100 avec juste les étoiles. C'est pas ça qui fera la qualité du produit ou du service. Ouais, mais c'est ça, hein, parce que là, je suis en train de penser, même dans mes stories à la une, je vois par rapport aux analyses morpho, donc il y en a beaucoup, il y a énormément de personnes qui m'ont renvoyé des mails. En général, voilà, les gens me remercient toujours, ils me font toujours des retours quelques mois après de leur programme, de leur analyse morpho, etc. Et en fait, bon, bah voilà, j'ai fait des screens. En général, je supprime le nom de famille pour conserver un peu l'anonymat, mais Bien du coup, sûr. donc, je garde le prénom. Mais même ça, en fait, ça peut être fake, dans le sens où je pourrais très bien m'envoyer des emails. Bon, là, il y a beaucoup d'emails, donc il faut avoir du temps, quoi. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais du coup, j'aurais pu très bien faire ça. Et pareil, parfois, quand c'est des messages sur Insta, alors, il y a des personnes qui envoient des messages vocaux. Donc ça, voilà, c'est déjà un peu plus, ça fait déjà un peu moins fake. Mais un message Insta, voilà, tu te crées un autre compte, tu t'envoies un message et ça fonctionne très bien. Donc faites attention, voilà, quand vous voyez des avis, quand vous voyez des trucs, parce que parfois tu vois, mais même des personnes qui vendent des services de tout et de rien. Et au final, les mecs, ils ont 40 000 avis, ils ont 10 000 messages Insta de leurs clients qui sont satisfaits. Et au final, bah, ils ont pas fait grand chose. Tout à fait. Ouais, mais donc faites attention. Et je sais que la plupart des personnes qui aujourd'hui soit me prennent un coaching, soit du coup me prennent une analyse morpho, c'est souvent parce que un de leurs potes l'a pris ou parce que voilà, c'est le conjoint ou la famille ou un truc comme ça. C'est beaucoup, enfin pour les coachings, c'est souvent comme ça que ça se passe. J'ai par exemple une des deux personnes qui me prend un suivi et du coup après il y a l'autre personne qui est en couple souvent qui se rajoute et ça fonctionne la plupart du temps comme ça parce que c'est le bouche à oreille et là tu peux être sûr que bah, la personne est satisfaite et du coup elle te recommande quoi. Parce que les avis malheureusement ça ne compte pas réellement. Je pense qu'on a fini avec les questions. J'allais dire, c'est la question la plus courte. Ouais, on n'aurait pas dû passer autant de temps dessus. Mais Non, bon, mais je pense que ça, voilà, parce que il y a toujours des choses à dire. moi, ce truc des avis là, pour moi c'est important parce que pendant longtemps je faisais vraiment confiance à ça et je pense que si tu crées jamais de site internet ou que tu fais jamais de trucs comme ça dans ta vie, tu peux jamais le savoir. Ouais, tout à fait. Alors, maintenant, autre question. Pourquoi ne faites-vous pas de développé couché? Alors, moi j'ai trop envie de te poser cette question, Ali, parce que je connais la réponse. Rémi, est-ce que tu fais du développé couché? Alors non, et j'ai dû en faire au moins une fois. J'ai dû, ouais, ça va se compter sur les doigts de mes deux mains, le nombre de fois que j'ai fait du développé couché. Et toi, Denis? J'ai jamais vu Rémi faire du développé couché. Ouais, j'en ai fait au tout début, et après j'ai fait du décliné pendant longtemps, c'est vrai. Mais j'ai fait très très peu de couché barre. Et Rémi, est-ce que tu as des bons pectoraux? Oui, je pense même que
c'est pas quelque chose qui est en retard chez moi. Ah, donc tu insinues que tu as des gros pectoraux sans jamais avoir fait de développé couché? Et la réponse est oui. Mais comment ça se fait? Il faut absolument faire du développé couché pour avoir des gros pectoraux. Eh bien non, Denis. Ah bah, mais pourtant j'ai vu plein de vidéos qui disaient ça. Arrête, on va sortir, ça va être sous forme de même. Non, en plus, euh, comme vous le savez, dans ce podcast, on aime montrer ce qu'on pense, mais on aime aussi nuancer nos propos et c'est tout l'intérêt de ce podcast. Le développé couché peut convenir à certaines personnes. Si tu aimes faire du développé couché, fais-en, mais dans un cadre d'optimisation, de recherche, de développement musculaire, il y a mieux. Et ça, voilà, on a déjà fait plein de vidéos, plein d'explications sur le sujet. Bien évidemment que le développé couché, c'est un très bon exercice pour développer tes pecs, mais ce n'est pas le meilleur quand tu recherches vraiment l'hypertrophie pure et dure. Ah, c'est pas ça la question du coup. Mais la question c'est pourquoi on n'en fait pas. Alors moi, comme si tu écoutes le podcast, tu sais que j'en ai fait pendant très longtemps. J'en ai fait pendant très longtemps. Et pendant très longtemps, j'ai pas eu de super pecs, hein, on va pas se le mentir. Et le moment où j'ai vraiment pris des pectoraux, c'est le moment où j'ai arrêté le développé couché. Donc j'ai jamais pris autant de pectoraux que depuis que je ne fais plus de développé couché. Par contre, c'était fort de développé couché. Ah oui, j'étais fort. Mais ça, on a déjà parlé, on a déjà parlé dans le précédent podcast. Oui, j'avais des très bonnes perfs. Donc, c'est pas lié au fait que j'étais nul au développé couché. Non, non. Et que ma technique était pourrie aussi. C'est ça, Non, non. c'est ça. Donc, j'avais une bonne technique, j'avais des très bonnes performances. Et pourtant, j'avais pas de pectoraux. Et maintenant, effectivement, à partir du moment où je suis passé sur des chest press, ça a vraiment changé ma vie. On dirait un truc, depuis que j'ai débuté ça, ma vie a changé. Mais c'est un peu ça. Depuis que je suis passé sur des chest press, Des bonnes chest press. des bonnes. Ouais, mais je sais plus. Ah non, il a pas fonctionné si ce podcast. C'est ce qu'on disait. La plupart des personnes qui critiquent les machines, en réalité, c'est pas que les machines sont mauvaises, c'est juste qu'ils ne savent pas les utiliser. Donc, la plupart, si tu t'entraînes sur du Matrix, si tu t'entraînes sur du Technogym, ce qui sont les machines les plus fréquentes, crois-moi, pour les pectoraux, les machines sont très bien. Donc n'accuse pas les machines d'être mauvaises. C'est juste que si tu as du mal à bien développer tes pectoraux avec, la faute est entièrement la tienne. Ouais, c'est que techniquement, il y a des choses à revoir. Après, ça va venir. C'est qu'il y a aussi certaines machines qui sont mal conçues. On avait expliqué, mais c'est vrai qu'on avait supprimé cette partie, notamment sur les machines Technogym, qu'en fonction de la prise au niveau de votre, enfin là où vous posez votre main, quoi, et ben, c'était pas toujours bien conçu. Même des fois, elles étaient conçues dans le mauvais sens. Et c'est Ouais, ça, du coup, qui crée des contraintes et des pathologies parfois au niveau des articulations. honnêtement, c'est pas ça qui va t'empêcher de prendre des pecs. C'est Hein. pas ça, mais voilà, c'est pas non plus optimal, faut le dire. Mais en tout cas, voilà, pour ça, donc à partir du moment où je suis passé sur machine, c'est là où vraiment mes pecs ont littéralement explosé, jusqu'à avoir littéralement des seins. Des boobs. Sur la prise de masse, ouais, j'avais vraiment les pecs énormes. Et du coup, donc ouais, parce que je faisais full machine. Maintenant, comme l'a dit Rémi, et comme on l'a dit plusieurs fois dans le podcast, pourquoi on n'en fait pas? La raison principale est que les machines sont supérieures au poids libre pour le développement musculaire. Et surtout, en fait, quand tu as des alternatives à disposition, eh bien, autant s'en servir. Dans le sens où, pourquoi on ne fait pas de développé couché? Parce qu'on a des meilleures alternatives à disposition. Maintenant, si on se met, par exemple, pendant le confinement, et qu'on a juste un banc de développé couché et pas de chest press, bah, on va faire du développé couché. Parce qu'on n'a pas le choix. Et parce que la meilleure alternative à ce moment-là, c'est le développé couché. De la même manière que pourquoi tu te poses la question de faire un squat quand tu as accès à un hack squat ou un pendulum squat ou même un belt squat. Je veux dire, tu as des meilleures alternatives à disposition. Pourquoi tu te fais encore chier à faire du squat? Parce que tu as des meilleures alternatives en tout point, que ce soit pour le développement musculaire, que ce soit pour la sécurité du mouvement, que ce soit pour la progression, que ce soit pour la limitation des facteurs limitants. En fait, les machines voilà, sont largement supérieures. Donc, quand tu as vraiment accès à des meilleures alternatives, eh bien, oriente-toi vers ces meilleures alternatives. Sinon, tu perds énormément de temps sur ta progression. Et déjà que la progression en muscu, c'est long,
ne fais pas exprès de rallonger ta progression. Maintenant, si tu me dis, oui, mais moi, je veux faire de la force, bon, bah là, c'est différent, parce que si tu fais de la force, eh bien, tu as tes mouvements, en fait, qui sont imposés. Tu es obligé de faire du développé couché, tu es obligé de faire du squat, tu es obligé de faire du soulevé de terre. Donc là, oui, à ce moment-là, tu vas être obligé de faire ces mouvements. Mais la plupart des personnes qui écoutent ce podcast veulent juste prendre du muscle. Et la plupart des pratiquants ont juste cet objectif-là. Tu ne peux pas résumer toutes les personnes qui s'entraînent en salle au nombre de personnes qui font de la force athlétique. Donc nous, on l'a bien vu, hein, quand on allait aux compètes de force, c'était toujours la même chose. Hein. Tu avais 20 personnes maximum qui faisaient la compète, et 20 personnes, c'était même pas 0,0001% de la population du Basic Fit où on s'entraînait. Donc c'est pas du tout représentatif. Donc c'est pour ça que souvent je précise pas dans mes vidéos, et du coup il y a toujours quelqu'un en commentaire qui dit ouais mais moi je fais de la force du coup. Mais oui, mais du coup le truc c'est que la vidéo s'oriente pour les personnes qui veulent prendre du muscle. Et si tu veux prendre du muscle, alors les machines sont un bien meilleur choix pour développer tes muscles tout simplement. Donc pourquoi on ne fait pas de développé couché? Eh bien parce qu'on a des meilleures alternatives à disposition. Exactement. Et pourquoi du coup ces machines sont meilleures? Eh bien tout simplement parce qu'elles vont t'offrir une meilleure stabilité. Contrairement à un développé couché où vous avez du coup une tenue de barre, une trajectoire à gérer et du coup voilà, un placement aussi à tenir. Dans quel cas là, ça va être compliqué aussi parce que vous aurez plein de facteurs à tenir. Alors que sur une machine à PEC, une chest press classique, vous avez déjà tous ces facteurs en moins. Le deuxième choix aussi, c'est que c'est souvent plus agréable pour les articulations des épaules et des coudes parce que vous pouvez régler la machine comme vous voulez et vous pouvez surtout choisir vraiment l'angle qui sera le mieux pour vous. Ouais, mais après, vraiment les avantages des machines, je pense qu'on les a dit plein de fois dans le podcast. Ouais. Donc si tu écoutes le podcast, tu es déjà familier avec ça. Mais voilà, sois toujours à la recherche de la meilleure alternative possible et ensuite prends-la. Enfin voilà, il n'y a pas de. Mais encore une fois, après, si ton objectif c'est l'hypertrophie, mais que tu veux quand même avoir du développé couché, du squat ou du soulevé de terre, mais il n'y a aucun problème. Par contre, il faut bien que tu puisses justifier le choix de pourquoi tu prends cet exercice. Si tu attends vraiment d'extraire du développé couché un maximum de gains musculaires, eh bien, c'est pas tout à fait cette justification que tu dois apporter. C'est vraiment parce que tu aimes l'exercice et c'est ça du coup qui justifiera le choix de l'exercice. Ouais, c'est ça. Pour faire une comparaison, en fait, c'est comme si tu faisais une course et que tu avais le choix entre faire la course en vélo ou en 205 ou en Ferrari. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, il y a peu de chances que tu choisisses le vélo. La 205, à moins que ça soit une GTI, mais c'est pas le cas, tu vois. Il y a de grandes chances que tu prennes la Ferrari. Là, c'est la même chose, tu vois. Le développé couché, c'est le vélo, et la chest press, ça va être la Ferrari. Ou une chest press, on va dire, de un peu moins bonne qualité, ça sera la 205. Mais la 205 qui ira toujours plus vite qu'en vélo. Donc voilà, pense à cette comparaison. Tiens, j'aurais pu prendre l'exemple de ma 106 qui prenait feu. Elle fait son retour dans le podcast. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça qu'on ne fait pas de développé couché, parce qu'on a des meilleures options à disposition. Tout à fait. Cette fois, on a le record de la question la plus courte. C'est vrai? J'ai pas regardé le timer. J'ai pas regardé non plus, mais on y a répondu rapidement à celle-là. Ouais. Tu vois, au final, le podcast, il va pas être si long que ça. J'attends de voir, il y en a d'autres à questions. Ouais. Troisième question du coup. Alors, est-ce que le half body est un bon ou un mauvais format d'entraînement? Je crois qu'il n'y a pas de bon ou mauvais format. Je crois que je l'avais fait déjà ce truc-là. Oui, tu avais déjà fait cette blague. Il faut vraiment que je recycle les blagues. Enfin, les blagues ou les références, je ne sais pas. Mais Tu veux reparler de la liste des ingrédients ou pas? le gag, tu sais, le running gag. Alors, le half body, pour reprendre un peu de sérieux, c'est le haut du corps et le bas du corps travaillé par moitié, en fait. Découper le haut puis le bas du corps, ce qu'on appelle le upper-lower aussi. Eh bien, c'est un très bon format d'entraînement. Encore une fois, il faut toujours savoir pourquoi on le fait, dans quelles conditions on le fait, s'il répond à vos besoins, etc. Voilà, il y a une justification derrière, donc vous pouvez le faire.
voilà, j'ai plusieurs suivis qui font du upper lower, mais aussi d'autres suivis aussi qui mélangent aussi plusieurs formats d'entraînement. Voilà, le fameux push-pull legs, repos upper lower, c'est aussi un très bon format qu'on peut retrouver voilà, chez certains pratiquants et chez certains de mes suivis aussi. Enfin voilà, il y a les formats d'entraînement, ils doivent toujours répondre à vos besoins. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, que 2 entraînements possibles à faire dans la semaine, eh bien oui, effectivement, si vous voulez travailler aussi bien votre haut du corps que votre bas du corps, voilà, vous avez un format adéquat. Après, bien sûr, si vous voulez mettre, je sais pas, l'accent sur une partie de votre corps, mais rester sur un upper lower, vous pouvez. À vous de choisir les exercices que vous voulez mettre dedans et de structurer votre séance en fonction du focus que vous voulez apporter. Mais voilà, il n'y a pas de le upper lower est moins bien qu'un split ou le upper lower est meilleur qu'un push-pull legs. Tout est une question de choix et de pertinence avec vos besoins. Alors, moi, je pense qu'on peut résumer la question plus vite que ça. Donc, ça veut dire qu'on passe vite fait après la quatrième question. Non, regarde bien. Rémi, est-ce que le upper lower est un bon format d'entraînement? Oui. Rémi, est-ce que le PPL est un bon format d'entraînement? Bien sûr, oui. Rémi, est-ce que le split est un bon format d'entraînement? Oui. Est-ce que le full body est un bon format d'entraînement? Oui. Est-ce que le Arnold Split est un bon format d'entraînement? Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Bon, on a pas mal parlé, mais voilà. En tout cas, sache que tous les formats d'entraînement sont bons. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que si tu es toujours à te poser la question du quel est le meilleur format d'entraînement, je suis désolé, mais comme dirait Rémi, c'est que tu marches à l'envers. Ça aussi, c'est un truc que je dis souvent, là, marcher à l'envers. Putain, mais il faut vraiment que je me fasse une petite liste de phrases plus percutantes parce que franchement, je me renouvelle. C'est ça, Rémi, il faut que tu renouvelles ton parc. Mais en tout cas, voilà, sache que aucun format d'entraînement n'est supérieur à un autre. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais en split, tu fais une fois chaque muscle, alors qu'en PPL, tu peux les faire 2 fois, ou en upper lower, tu as une plus grande fréquence. Bon, alors déjà, on va mettre fin au débat. À volume égal, tu auras les mêmes résultats. C'est ça. Ce qui fait que si tu t'entraînes en split, que, je sais pas, tu fais 20 séries pour les pectoraux, et que sur 5 exercices, et que tu t'entraînes en PPL, et que tu fais 20 séries pour les pectoraux sur 5 exercices aussi, eh bien, tu vas avoir les mêmes résultats. Donc, arrête de te prendre la tête avec cette histoire de fréquence, parce qu'à partir du moment où le volume sera équivalent, tu auras les mêmes résultats. Donc déjà, voilà, on met fin à ce débat-là. La fréquence, c'est bien, mais ce n'est pas le paramètre le plus important. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, pourquoi il y a plusieurs formats d'entraînement? Parce qu'en fait, c'est comme d'habitude, et là, c'est moi qui me répète, les formats d'entraînement, c'est des outils que tu as à disposition. Ce qui fait que, en fonction du temps que tu peux accorder à tes séances, du nombre de fois où tu peux t'entraîner dans la semaine, des groupes musculaires que tu dois prioriser, du volume d'entraînement du coup que tu accordes à chacun de tes groupes musculaires, etc. Eh bien, certains formats seront plus adaptés que d'autres. Au final, c'est toujours la même chose. C'est comme si tu as un écrou de 12 et que tu as une clé de 17, une clé de 16, une clé de 12 et une clé de 10. Eh bien, là, il faut prendre la clé de 12 parce que c'est celle qui ira le mieux. Tu peux essayer avec les autres, mais tu risques d'en chier un peu. Eh bien, là, c'est le même principe. Donc, moi, c'est ce que je dis souvent quand je fais un programme. Donc, j'ai toujours en fait un entretien avec la personne avant du coup de faire le programme. Donc, lorsque une personne me prend un suivi, on fait un rendez-vous bilan. Je note toutes les informations dont j'ai besoin, je pose les questions dont j'ai besoin, etc. Et à partir de là, eh bien, je peux dresser une liste des différentes contraintes et du coup de ce que je dois faire. Et ensuite, eh bien, je vois. Je commence à bidouiller mes répartitions, etc. Et parfois, tu te retrouves avec des séances, tu mélanges plusieurs groupes musculaires. Tu mélanges par exemple jambes et dos, ça fait des séances, ce qu'on peut appeler density. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une séance avec 2 séances density et une séance push, je crois. Je ne sais plus exactement comment j'ai fait, mais un truc, voilà, le mec, il a dû recevoir son programme et lui dire, mais
Ah, je suis pas un upper-lower, je suis pas. Mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que cette répartition? Je ne suis pas homme, je ne suis pas femme, je ne suis pas quoi. Dans quelle catégorie je penche? Ah, mais c'est C'est un peu le exactement même ça. principe avec les programmes. J'imagine trop sa tête quand il a dû voir le programme. Et bien sûr, bon, à partir du moment où tout est justifié et qu'il voit que ça match avec toutes ces différentes contraintes, eh bien, à ce moment-là, ah, Rémi nous fait une pause chat. Je me demandais quand est-ce qu'il allait arriver. Et il va rester avec toi là? Ah putain, faut que j'ouvre la porte. Ah, il va miauler sinon. Je l'entendais miauler. Je voulais pas, putain. Voilà, les gens sauront que j'étais en calbar. Voilà. Et toi, on n'a pas de podcast en calbar. Voilà, je suis bien en haut, mais en bas, bon, voilà, je suis décontracté. Moi, il est 21h, merde. Petite anecdote. Rémi, quand on a commencé le podcast, il était en suite. Et il me dit, il se lève, donc je vois qu'il est en calbar. Et il me dit, ah tiens, faut que j'aille chercher de quoi m'habiller un peu. Et il est revenu avec une chemise et pas de pantalon. Oh, ça va, je suis fatigué, merde. Mais quoi, c'est bon, enfin, ce qui compte, c'est l'écran, quoi. Après, faut que je sois aussi confort. C'est l'écran. Moi, je sais plus ce que je disais. Je disais que oui, la personne, du coup, quand elle a dû recevoir son programme, elle se dire mais merde, mais en quoi je suis? Et puis après, bah voilà, il y a toute la justification aussi qui va derrière, parce que je suis pas un programme sans justification. Et du coup, bah voilà, la personne m'a fait d'excellents retours par rapport à ça. Et elle a une très bonne progression. Mais du coup, oui, elle n'est pas du tout sur un format classique. Mais du coup, elle a une répartition du volume qui lui correspond, un temps de séance qui lui est adapté. Et voilà, par rapport à sa morphologie, etc., tout est adapté. Par rapport à ses objectifs aussi, tout est adapté. Et ça fonctionne très bien. Donc, voilà, le programme d'entraînement, le meilleur programme d'entraînement, ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est juste trouver un format qui te correspond, dans lequel ton volume voilà, match avec tes objectifs et les différentes contraintes que tu as. C'est ça, exactement. Ouais. C'est vrai que quand on accueille un nouveau suivi, on a plusieurs questions à lui poser. Voilà, le nombre de fois où le nombre de fois qu'il souhaite s'entraîner, ses objectifs, ensuite, bah voilà, ses contraintes, ses besoins, ses envies aussi, son lieu d'entraînement, et puis aussi ça passe par aussi son physique, sa morphologie, ce qu'il attend du programme, ce que nous on attend en tant que professionnels de son physique, voir aussi ce qu'on peut en tirer au niveau de ses besoins aussi. Et bah, mêlé à tout ça, on va proposer le programme le plus adapté en fonction voilà, du nombre d'entraînements qu'il souhaite, en fonction des jours aussi où il souhaite s'entraîner. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'entraîner tel jour, ne peuvent pas s'entraîner le week-end, je dis n'importe quoi, mais voilà, il y a toute cette gymnastique à faire et après à alimenter du coup avec le programme adapté. Eh bien oui, des fois, comme le disait Denis, des fois on se retrouve avec des séances density où on va mélanger un petit peu de jambes et un petit peu de, de dos, mais voilà, moi ça m'arrive aussi de mélanger un petit peu des fois de pecs et un petit peu de jambes aussi, ça peut arriver. Bon, c'est assez rare, mais c'est des formats aussi qui peuvent se faire en fonction, bien sûr, de ce que la personne souhaite et de ce qu'elle est aussi capable d'avoir en termes de volume et voilà, d'enchaînement dans la semaine. Tu peux peut-être nous donner ton split actuel, Rémi? Ouais, bien sûr. Alors, j'en avais déjà parlé et c'est toujours le même depuis pas mal de temps. Donc moi, je m'entraîne en push-pull legs, mais avec une rotation un peu particulière, puisque sur une semaine, comme cette semaine-là, j'ai 2 entraînements jambes. C'est-à-dire que je fais un premier entraînement le lundi, jambes, donc en gros lundi legs, mardi push, mercredi pull, jeudi repos. Demain, c'est repos. Vendredi, je fais mon deuxième leg day et j'ai un push le samedi matin, un petit push le samedi et après dimanche repos. Et la semaine suivante, je vais pas avoir 2 legs mais 2 pulls. Donc c'est-à-dire que le lundi, je rattaque avec pull, mardi push, ça ne change pas. Mercredi, un seul legs, jeudi repos. Vendredi, à nouveau mon deuxième pull et dimanche mon petit push. Pourquoi, enfin, et dimanche repos. Pourquoi avoir fait cette rotation-là, de faire 2 legs, 2 pulls et d'alterner comme ça? Eh bien, parce que ça répond à mes besoins. Pourquoi j'ai besoin d'avoir
à dans ma semaine de push, puisque c'est aussi un besoin pour moi de mettre l'accent sur mes épaules et mes triceps. Donc voilà, c'est pour ça que je fais le choix d'avoir de manière constante 2 push à la semaine. Et après, j'alterne entre 2 pulls de legs, parce que c'est aussi 2 groupes musculaires qui sont assez énergivores pour moi et que je split de cette façon. Et que du coup, ça me permet d'avoir toutes les 3 semaines, si vous l'avez compris, une semaine pull ou legs que je n'ai pas. Donc ça me permet d'avoir un repos complet sur une semaine où j'ai pas du coup le hack ou le pendulum pour ne citer que pendant une semaine, et ça me fait un repos important où du coup cool, pour cette semaine j'ai 2 pulls et un legs, mais qui n'est pas celui que j'ai pas normalement sur cette semaine. J'espère que je suis pas trop brouillon, mais en gros l'idée à travers ce split, c'est d'avoir une cohérence au niveau de mes besoins, donc mettre en avant ce que je souhaite développer sur mon physique, et après aussi en termes de récupération, quelque chose d'adapté sur ces 2 grosses séances qui sont les legs et les séances pull, pour du coup avoir une rotation plutôt saccadée, mais justement justifiée pour me reposer davantage. Alors, pour faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas compris. Oh putain, salaud, je suis si brûlé que ça. Oh, je suis désolé, vraiment. Rémi, du coup, donc, fait un PPL un peu modifié avec une semaine sur 2 où il va avoir 2 séances legs ou 2 séances pull. Dites-moi en commentaire pour le référencement si vous avez compris ce que j'ai dit, parce que je suis sûr que ça va parler à certains. Oui, je pense que ceux qui ont l'habitude, ils ont compris. Mais on pense à tout le monde ici. C'est vrai, tout à fait. Et toi, donne-nous ton split. Alors, mon split actuel, moi j'ai fait tous les formats d'entraînement. Lundi pec, mardi pec, mercredi pec. Jambes, pec, dos, épaule, bras. Sauf que j'ai pas un split à la semaine comme Rémi. Je fais en fonction de ce qui a suffisamment récupéré. C'est-à-dire que ça se peut que parfois j'enchaîne les 3 si j'ai suffisamment récupéré. Si par contre je suis complètement flingué, je peux mettre des jours de repos. Ça se peut aussi que je fasse par exemple jambes, repos, et pec dos, repos, épaule bras, repos, si j'ai besoin. C'est-à-dire que je ne me fixe pas de jours imposés et je fais vraiment en fonction de mes récupérations. Par exemple là, j'ai fait les jambes hier, elles sont démolies. J'ai les jambes explosées. J'ai fait 2 sets de leg curl. Il a pris mon âme. Mais vraiment, mes ischios, ils sont flingués. Et dans ma tête, je m'étais dit, oh Denis, tu pourras peut-être les refaire vendredi. Ce matin, je me suis réveillé et au long de la journée, je me suis dit, on va peut-être décaler à samedi. En fait, tu es en train de dire que tu t'entraînes à la sensation, quoi. Tu t'entraînes à la sensation, quand tu sens que tu es prêt à repartir, tu repars, quoi. En fait, je m'entraîne quand je suis sûr que je vais performer. Si j'arrive sur une séance en étant sûr que j'ai pas suffisamment récupéré et que du coup je vais pas réussir à progresser à cause de ça, voire même pire, que mon risque de blessure est élevé, je le dis depuis je sais pas combien de podcasts, je fais toujours le ratio bénéfice-risque. Si j'ai plus de risques que de bénéfices, eh bien je prends du repos et je décale tout simplement. Je n'agis que lorsque les situations me sont favorables et que j'ai pas de risque de me blesser et que je suis sûr de progresser. Donc oui, pourquoi j'arrive à progresser à chaque fois, à chacune de mes séances? Parce que du coup, je fais comme ça. Et puis après, je traque aussi tous mes niveaux de récupération. Exactement, c'est parce que aussi que tu te connais très bien et on en tirera une morale après. Parce que voilà, si tu traques rien, c'est sûr que tu vas avoir du mal à faire la même chose. Mais en tout cas, voilà, je fais comme ça. Et il y a des semaines où je vais m'entraîner 3 fois. Il y en a d'autres où je vais m'entraîner 4 fois. D'autres où je vais m'entraîner 5 fois. Tout dépend en fait de comment je me sens. Et ouais, j'ai des séances aussi qui sont un peu plus brutales que d'autres. Et puis parfois, tu dors un peu moins bien. D'ailleurs, c'était la pleine lune, Rémi, j'ai pensé à toi. Rémi dit toujours qu'il dort mal à la pleine lune, mais là, il n'a pas eu de... Mais parce que je m'en suis pas rendu compte. Enfin, j'ai pas vu que c'était pleine lune. Et je pense que c'est rien que ça joue énormément. Ouais, parce que du coup, j'ai fait une séance dans le home gym éclairée à la lumière de la pleine lune. Je peux vous dire que c'était quelque chose. D'ailleurs, au niveau des machines, non, j'ai dit que je donnerais pas plus de nouvelles sur la semaine, parce que ça a avancé. J'ai avancé aussi sur les machines. Mais Ça sera pour le prochain podcast. Comme pour ça, le prochain podcast, ouais.
Parce que je sais que depuis que j'en ai parlé, beaucoup de personnes veulent des nouvelles des machines, mais ça avance bien de ce côté-là aussi. Et ouais, du coup, je sais plus ce que je disais. Mais du coup, voilà, donc moi, je fais un peu en fonction de comment je me sens. Et c'est parce que c'est la meilleure approche que j'ai voilà, avec les années d'expérience, etc. Et aussi, il faut dire que je m'entraîne à des niveaux d'intensité extrêmement hauts. On va pas se mentir, il y a très peu de personnes quand même qui s'entraînent avec ce niveau d'intensité-là. Ce qui fait qu'il faut vraiment que je fasse attention à ma récupération, à comment je gère mon volume, etc., etc. Exactement, voilà. Et la petite morale que je voulais en tirer, c'est que Denis, en fait, il se connaît extrêmement bien, il traque toutes ses données, et puis bon, ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que j'ai assez récupéré, etc., donnez-vous aussi une certaine cohérence dans dans votre semaine. C'est-à-dire que il faut pas aussi trop vous écouter. J'avais fait un post là-dessus où j'expliquais que, bon, c'est bien de ressentir son corps, d'écouter son corps, etc. Mais des fois, l'écouter trop, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Et si vous voulez vous entraîner dur, il va falloir quand même y aller au charbon. Enfin, je veux dire par là, si vous devez faire les jambes aujourd'hui, mais que vous n'avez pas très bien dormi, un peu fatigué, mais attention que c'est pas non plus l'insomnie la plus totale, mais que vous avez juste eu une journée un peu compliquée, mais pas plus que d'habitude, quoi. Foncez. C'est pas parce que voilà, vous avez le petit doigt qui a un peu mal, que vous devez repousser absolument votre séance pull. Il faut aussi vous dire, il y a des entraînements à respecter. Si j'ai suffisamment bien récupéré, bien mangé, bien dormi, que j'ai passé une bonne journée, il faut y aller. Il ne faut pas trop vous écouter. Ouais. C'est cette Bah, petite bobologie là, il faut bien sûr en tenir compte, mais c'est pas elle qui doit décider. on peut faire le parallèle avec du coup donc hier je me suis couché donc très tard. Rémi l'a souligné que je lui avais envoyé un message Une tard. fois que je me suis couché, il était minuit. Attends, Denis, ça bug pile au moment où je fais la ref. Mais non, ça marche. Tu m'entends? Ah putain, moi ça a bugué, j'ai eu un espèce de freeze de ouf. C'est Branche ton bon. ordi, Il c'est la était batterie. minuit. Moi j'avais commencé. Putain, t'as tout tué. Bon bah tant pis, Merde! on refera la Bon, on ref. la refait pas. On la refait pas. On la refera dans un autre podcast, on aura l'occasion. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, du coup donc je me suis couché tard. Minuit passé. Et du coup, donc ce matin, je me suis levé alors légèrement plus tard que d'habitude, mais pas beaucoup plus. Et mes données me disaient, bon, bah, ça va quoi. Et moi, j'étais là en mode, putain, je suis un peu fatigué quand même. Au final, j'ai explosé ma séance. Donc, Voilà, c'est ça. c'est pas. En plus, voilà, si tu t'écoutes, tu dis, bon, bah, hier, j'ai pas mangé, parce que du coup, hier, j'ai été au resto aussi. Putain, Denis, vraiment là. Écoute, Non, mais c'est bien aussi parce que, tu sais, à chaque fois, on nous dit, ouais, vous êtes des exemples. Et tant mieux si on peut inspirer des personnes ou voilà, être des exemples, mais aussi on montre qu'on est humain aussi, on chie comme tout le monde. Donc voilà, c'est normal d'avoir des restos et d'aller au resto. Et Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les cheat meals. J'étais à Paris, donc j'ai fait énormément de restos, etc. Pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Après, du coup, on a fait le repas avec les parents, donc repas de famille. Hier, du coup, j'avais un date, du coup, donc repas aussi au resto. Donc, effectivement, voilà, j'ai rien provoqué de tout ça. C'est juste que d'habitude, j'en fais jamais. Et là, vraiment, c'est pour ça que je le souligne, c'est que tout tombe en même temps. Mais vraiment, tout tombe en même temps. Et c'est pour ça que j'en ai tiré la morale au début. Et là, ça se trouve, derrière, je vais rester, je sais pas, peut-être 4-5 semaines sans faire de resto, sans faire de trucs, à suivre ma diète, manger mon sanglier, parce que cet enfoiré, il était quand même assez gros à bouffer tout le maïs. Et du coup, eh bien voilà, donc ça se trouve, rester longtemps sans faire de cheat. Mais du coup, donc voilà, hier, ouais, j'avais mangé resto en plus. Et j'ai pas remangé en rentrant en plus. Donc j'avais quand même moins de calories que. Oui, parce qu'il faut que je remange après avoir été au resto. On va pas l'autre rentrer, histoire. on va pas L'autre rentrer dans les histoire. détails. Il est tard, c'est vraiment le bordel ce podcast. Ah ouais, ouais. Mais c'est Ouais, dur. peut-être que ce côté un peu décalé va être apprécié, je sais pas. Peut-être, peut-être. Dites-le nous dans les commentaires. Et honnêtement, si du coup tu es encore là à ce moment-là du podcast et que du coup tu as commenté à chaque fois qu'on l'a dit, franchement, merci. Merci. Et, Ouais. on va faire top tendance grâce à toi. Et
je sais plus ce que je disais du coup, encore une fois. Mais oui, alors pour faire simple, je suis obligé de remanger après avoir été au resto, sinon j'ai pas suffisamment de calories. Parce que voilà, je mange beaucoup. Donc c'est vraiment pour expliquer, pour faire rapidement. Et voilà, donc rien n'était optimal. Et au final, j'ai quand même explosé ma séance. Mais vraiment, j'ai explosé ma séance. Tout s'est bien passé. Et du coup, c'était la séance PECDO, si jamais tu as envie de savoir. Et c'était une super séance. Donc, voilà, ne t'arrête pas juste du oh, j'ai mal dormi, je vais faire une mauvaise séance, machin et tout. La fatigue, ça ne fonctionne pas juste sur une nuit. La fatigue, ça s'accumule. C'est justement lorsqu'elle s'accumule que ça pose problème. C'est pas sur une nuit, c'est pas parce qu'il y a un petit truc que du coup, bien, tu vas faire une mauvaise séance. Tout à fait. On a parlé un peu plus longtemps sur celle-là. Ouais, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et Rémi, on arrive à la dernière question. Ah, il y en a encore une. Putain, je crois que c'était la dernière. T'as envie d'aller manger, toi? Un peu. Un peu. Ah oui. Ah bah ça va. Je sais pas pourquoi on a sélectionné celle-là. Mais est-il intéressant de faire des exos au poids du corps? Ça rejoint un peu pourquoi on fait pas de développé couché. Ouais, un peu, ouais. Bon, alors du coup, on va du coup apporter d'autres éléments un peu plus. Un peu... Alors, tu veux commencer ou pas? Ouais, si tu veux, ouais. Alors, les entraînements au poids de corps, bon, bah, on peut voilà, les résumer. Voilà, tout ce qui va être squat au poids de corps, pompe, ça va être les tractions, les dips, etc. En fait, si tu n'as pas le choix et que tu peux t'entraîner qu'au poids de corps, bah oui, tu t'entraînes au poids de corps, il n'y a aucun souci. En revanche, si tu as accès à un parc de machines de bonne qualité, bah voilà, essaye de les mêler à ça. Après, si vraiment ton objectif c'est de performer là-dessus, let's go. Par contre, si tu veux vraiment performer que en étant au poids de corps, c'est-à-dire sans lest et juste dans ton garage à faire des pompes, etc., eh ben, ça va pas être suffisant. Enfin, du moins, ça va être suffisant pendant un temps, mais après, tu vas vite arriver à des limites où tu vas devoir essayer de trouver des alternatives pour appliquer du coup une progression et donc te charger et monter un petit peu en poids pour justement augmenter la résistance et donc demander à ton corps de s'adapter à cette nouvelle résistance et donc de créer du muscle. Donc on va dire que tous les entraînements au poids de corps peuvent être intéressants, mais ils auront des limites. Et c'est du coup la même chose que pour le développé couché. Si c'est des exercices que tu aimes, etc., fais-le. Mais si tu as accès à un parc, voilà, que tu as des bonnes machines, des machines adaptées, voilà, convergentes ou non, mais voilà, des machines sur lesquelles tu peux être stable, tu peux être confort, tu peux vraiment envoyer voilà, de l'intensité, privilégie-les. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. La personne qui, je pense, a posé cette question, je ne pense pas qu'elle s'entraînait chez elle. Mais effectivement, si si tu es chez toi, que tu as zéro matériel, c'est sûr que le poids de corps sera toujours la meilleure option. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. On se rappelle le premier épisode, les dips entre du coup les deux buffets qui n'étaient pas alignés, les tractions dans l'escalier avec du coup pareil l'escalier qui est pas droit. C'est comme ça vraiment que j'ai commencé. Donc oui, si tu n'as pas de matos, c'est et ça restera toujours la meilleure option. Par contre, comme l'a dit Rémi, tu vas très très vite arriver à une limite parce qu'on le rappelle, pour qu'une série soit efficace, il faut qu'elle soit suffisamment proche de l'échec musculaire. Voilà. Et tu vas très très vite en fait te retrouver à faire des séries de pompes interminables, des séries, alors les séries de traction, voilà, si déjà tu arrives à en faire 20, tu as quand même un super niveau, donc peut-être pas sur les tractions, mais sur les pompes, sur les squats, sur les fentes, sur tout ce qui va être abdos, tu vas te retrouver à faire des séries interminables et malheureusement, eh bien, elles seront très peu productives. Donc, si tu es chez toi, ça peut marcher un temps, sur une période de quelques mois. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui commencent comme ça, puis dès qu'elles commencent à apercevoir les limites de leur progression, eh bien, switch en salle ou switch sur un home gym. Et là, à ce moment-là, tu peux continuer ta progression. Voilà, ta seule limite, c'est le poids que tu auras à disposition. Donc, ça, c'est pour la première partie. Maintenant, si tu t'entraînes en salle, est-ce que c'est intéressant de faire des exercices au poids du corps? Ah oui, en salle de sport. Et c'est là où ça peut être intéressant comme question. Parce que du coup, alors les exercices au poids du corps qu'on va retrouver en salle, ça va être principalement les tractions et les dips, hein. Donc pas en salle de sport, on ne verra pas grand monde faire du air squat ou des fentes à vide. Ce sera surtout voilà, des exos type dips et Les tractions. tractions. Alors,
Avant de donner mon avis, j'attends le tien, Rémi. Ça m'intéresse de savoir ce que toi t'en penses. Ah bah, les tractions et les dips, même cas, si tu aimes faire l'exercice et que tu as envie de l'avoir dans ta programmation, bah, fais-les. En revanche, euh, comment dire, je vais quand même les séparer les deux, parce que tu vois, les tractions, pour moi, ça va être difficile quand même d'avoir une progression sur du long terme. Comment dire? Les tractions, comme on l'a dit, c'est pas le meilleur exercice pour développer ton dos parce que techniquement, et bien souvent, on va tirer avec les bras plus qu'avec notre dos. Et c'est difficile, je pense, d'avoir une progression suffisante et du coup une stimulation musculaire au niveau de ton dos intéressante avec les tractions. Les dips, c'est autre chose. Les dips, bon, même si c'est un exercice au poids de corps où du coup on peut créer et avoir un peu d'instabilité, euh, ça en demeure pas moins quand même un exercice très intéressant pour tes pectoraux. Donc, comment dire, euh, les dips, je les mettrais davantage dans des programmes plus que les tractions finalement. Alors moi aussi, Ouais, je sépare les deux, je sais parler d'eux aussi. mais pour des raisons un peu différentes. Effectivement, les tractions, le problème, c'est que très peu de personnes sont suffisamment fortes Pour les pour faire comme il faut. les faire correctement. Parce que il faut toujours, voilà, si ton but c'est de prendre du muscle, il faut que lorsque tu effectues un mouvement, tu saches quel muscle tu vas cibler. Ça, c'est important. Est-ce que tu fais des tractions pour avoir du grand dorsal? Est-ce que tu fais tes tractions pour cibler un autre groupe musculaire, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et effectivement, ça va demander eh bien, des modifications dans l'exécution. Donc ça ne va pas être uniquement au niveau de la prise. C'est pas juste pronation, tu fais comme ça, supination, ça travaille ça, neutre, ça travaille ça. Non, c'est aussi du coup dans l'exécution. Et du coup, c'est sûr que si tu n'as pas un niveau de force qui est suffisant, le fait de faire des tractions, eh bien, tu risques de compenser avec d'autres groupes musculaires qu'on ne veut pas forcément dans le mouvement. Et du coup, ça va être un mouvement qui va être très très peu efficace Mhm. pour au final développer le muscle qu'on souhaite cibler sur ce mouvement. Donc, pour moi, voilà, les tractions, il faut bien faire attention à ça. Après, si tu es suffisamment fort et que ta technique est bonne, ok, c'est juste un mouvement qui va avoir voilà, un peu moins de stabilité, mais si tu aimes en faire, c'est ok. Ouais, et puis Mais maintenant, tu as des machines, tu sais, pour te délester. Donc, tu peux toujours, voilà, c'est pas ouf, mais pour ça apprendre le dépend. mouvement, ça peut être pas mal. Ça dépend, ouais, parce que ça rend le mouvement un peu bizarre. Ouais, Honnêtement, si tu as le choix entre ouais, mais une, un élastique en reverse, ouais. non, même va sur une poulie, va sur un Ouais, tirage absolument. vertical. Va sur un tirage vertical, tu seras bien plus stable, tu pourras progresser bien plus facilement, Ah, mais ton je parlais mouvement pour sera bien. apprendre le mouvement sur les tractions, hein, je parlais plutôt. Ouais, mais là, vraiment, comme je te dis, on est focalisé sur la prise de muscle ici. Hmm. Donc, si vraiment tu veux prendre du muscle, dirige-toi vers du tirage vertical et ça sera nettement mieux pour progresser et du coup développer les muscles que tu souhaites cibler via ce mouvement. Maintenant, les dips, c'est un peu différent. Comme l'a dit Rémi, déjà sur les dips, on a tendance à être naturellement un peu plus fort qu'aux tractions. Donc, ça rend l'exercice un peu plus accessible, on va dire. Ensuite, il faut savoir que les dips à la machine et les dips au poids de corps ne sont pas tout à fait identiques. C'est-à-dire que les dips à la machine vont avoir tendance à avoir un peu plus de flexion et d'extension des coudes, ce qui va du coup faire intervenir tes triceps dans une plus grande mesure au cours du mouvement. Alors qu'à l'inverse, au dips, eh bien, cette flexion-extension des coudes va être réduite, ce qui fait que tu vas faire intervenir plus tes pectoraux au cours du mouvement. Donc, si tu veux inclure des dips pour les pectoraux, j'orienterai toujours plus vers des dips libres. Maintenant, si tu veux faire plus des dips comme eh bien, mouvement voilà, polyarticulaire pour les triceps, j'orienterai plus sur la machine. En fonction des différentes machines, tu vas pouvoir changer un peu ta position, réduire un peu du coup cette flexion des coudes et donc réduire l'intervention des triceps. Mais du coup, c'est pas toutes les machines sur lesquelles tu vas pouvoir faire ça. Hmm. Donc il faut voilà, prendre ça en compte, sachant que, encore une fois, les machines à dips ne sont pas toutes bien. Et quand tu commences à être fort, si tu mets pas une ceinture, etc., eh bien, tu as parfois plus d'inconvénients qu'en étant au libre. Donc encore une fois, il faut peser le pour et le contre en fonction de ce que tu veux. Et du coup, oui, dans certains cas, les dips libres seront un beau mouvement.
Et là, du coup, la question qui peut en découdre, si tu écoutes le podcast, et que tu dois très certainement te poser, c'est, mais vous avez dit précédemment que les machines étaient mieux que... oui, mais encore une fois, ça dépend. Comme on l'a dit, c'est toujours, il faut que tu prennes la meilleure option à disposition. C'est ça. Et du coup, eh bien, si la meilleure option à disposition, c'est des dips libres, eh bien, à ce moment-là, fais des dips libres. Exactement, tu as très bien résumé l'histoire. Il y a des salles de sport où vous n'avez pas de machine à dips. Bon, bah voilà, la question ne se pose pas. Si vous voulez un exercice composé pour vos pecs ou vos triceps, bah voilà, sauter sur les dips, c'est un super exercice. La machine à dips Matrix, qu'on retrouve partout, à peu près dans tous les basiques, etc., c'est plutôt une bonne machine. Problème, bon, elle est très légère, et si tu n'as pas un truc qui te tient, eh bien, tu as tendance à t'envoler. Ouais, exactement. Pour ceux qui m'ont vu, j'utilise. Alors là, étrangement, ils ont réparé la ceinture qui maintient dans la salle où je m'entraîne, mais sinon, pendant un temps, elle était cassée et j'avais acheté une sangle à cliquer et ça faisait parfaitement l'affaire. C'était très très bien. Alors je passais un peu pour un fou, mais ça marchait très bien. Ouais, les gens ont l'habitude maintenant. Ouais, maintenant ils nous connaissent. Hein. Mais effectivement, on peut donner quelques petits tips si tu as du mal à te stabiliser. Donc effectivement, la sangle à cliquer. Alors la sangle à cliquer, c'est un peu extrême, mais en général, quand tu t'entraînes en salle, tu as souvent par exemple une ceinture de lest dans ton sac, ce qui fait que tu peux utiliser une ceinture de lest pour te maintenir à la machine. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps lorsque je m'entraînais à basique. Tu peux utiliser un élastique, avec un mousqueton, tu passes l'élastique derrière. Et l'avantage de l'élastique, c'est que ça se met assez facilement, mais voilà, en fonction de la résistance que tu as, ça peut être un peu limite. C'est pas suffisant, je pense. Ouais. Bah, ça dépend. Si tu prends un élastique costaud, moi, je mettais 2,35 que je passais dans un mousqueton. Et voilà, il fallait que je tire quand même assez fort. Et une fois que j'étais enclenché, j'étais enclenché. Et tiens, bougez pas. Hein. Là, je suis bien. Hein. Non, je bouge plus. Ah, putain. Encore une ref. Mais honnêtement, commentez si vous avez toutes les refs. Oh, putain. Il est trop bon. Il est trop bon. Allez, le référencement, on va faire top 1 des tendances. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc il y a ça, l'élastique, la sangle à cliquer, la ceinture de lest. Et sinon, c'est un peu la méthode, voilà, pas ouf, mais qui peut fonctionner. Tu bloques un haltère entre tes jambes et tu t'assois. Ouais. Ça fonctionne. Je sais que j'ai certains de mes suivis qui le font. Moi, j'ai dédicace à Baptiste qui écoute le podcast, qui est un de mes suivis, qui a investi dans une sangle à cliquer parce qu'il est dans un Basic Fit et souvent dans les Basic Fit, il n'y a pas de ceinture et c'est un gros problème. Ça coûte pas si cher que ça en plus une sangle à cliquer. Alors ne faites pas comme moi, qui est un fun fact très très drôle. J'ai commandé une sangle à cliquer sur Amazon. Je la trouvais un peu chère, mais bon, je me dis tiens, bon, c'est pas grave, de toute façon, il m'en faut une. J'en ai reçu 12. Ah ouais? Ouais. Tu peux m'en donner une? J'ai un coffret, ouais, j'ai un coffret. J'ai un coffret de 12. Alors, j'en ai donné une à Mathieu aussi, qui écoute ce podcast, qui est un autre de mes suivis. Et donc, je lui ai donné une seule appliquée. Mais oui, je les donne volontiers. Attends, moi, tu proposes même pas? Mais parce que j'ai pas pensé, Denis. Je pensais que tu faisais très bien aussi avec tes élastiques, là. Attends, j'ai une idée. Tes deux élastiques de 35 kilos. J'ai une idée, Rémi. Celui qui aura commenté à chaque fois qu'on l'a dit, s'il y en a plusieurs, on fera un tirage au sort et on lui enverra une sangle à cliquer. Ah bah on peut même l'envoyer à plusieurs. J'en ai plein. Bah, on enverra une par podcast. Donc, si tu as écouté le podcast et qu'à chaque fois qu'on a dit ouais, commentez ça, etc., tu as commenté, t'as une chance de te tirer au sort et de recevoir une sangle à cliquer. Exactement. Voilà, très bien. Bah, c'est bien. On va rentabiliser tes sangles à cliquer, Rémi. Ouais. Du coup, je pense que ça conclut très bien le podcast. Et podcast 1h45. On a été bon là. On a été efficace. On a été efficace. On a répondu plus rapidement que d'habitude. Bon, bah, tant mieux. Peut-être qu'on était aussi un peu plus explosé que d'habitude. Parce que c'est vrai que là, j'ai la fatigue qui commence à se faire sentir. Ouais. La nuit dernière, plus la giga séance. Et demain, je verrai en fonction de mes stats, si je fais repos ou pas. Ouais. Ça le dira. En tout cas,
Eh bien, écoute, si tu es encore là, on te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésite pas aussi à nous dire ce que tu en as pensé, parce que c'est vrai que c'était un peu sur un ton un peu différent de d'habitude, quoique peut-être pas tant que ça au final. Non, je pense que il y a toujours voilà notre fond, ça c'est le même. Mais peut-être que vu comme on le fait un peu tardivement, un peu voilà le soir, là, peut-être que ça a Après, laissé échapper peut-être plus de conneries. je pense aussi que si tu compares les premiers épisodes avec ceux de maintenant, tu te souviens, les premiers épisodes ont été peut-être un peu plus sérieux, un peu moins décontracts. Bah tant Euh, mieux. Tu sais, je me souviens, petit fun fact, le début quand je lance le podcast, je dis bonjour et bienvenue. Au début, on devait s'y reprendre 5 fois pour réussir. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Soit Rémi répondait pas bonjour, soit c'était moi qui me trompais. Du coup, on devait à chaque fois recommencer 5 à 6 fois par podcast. Et petit fun fact, d'ailleurs, bah, Flo, si tu passes par là et que tu écoutes le podcast, quand on a eu le premier guest, donc Flo, avec Rémi, justement, on s'est dit putain, j'espère qu'on va pas se rater quand on va lancer le podcast. Et au final, on s'est pas raté, on l'a eu du premier coup, alors que Et c'était jamais depuis, arrivé. et depuis. Et depuis, on l'a toujours du premier coup. Donc aussi, ça prouve que on est un peu plus à l'aise. Et je pense que le ton, voilà, devient de plus en plus. Voilà, ça reste sérieux. Il y a toujours beaucoup d'informations, mais c'est donné peut-être de façon un peu différente et un peu plus chill, un peu plus posé. Yes. En tout cas, on te remercie une nouvelle fois d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Et pour conclure ce podcast, Rémi, tu as quelque chose à ajouter ou pas? Rien de spécial. Si, j'aime bien faire un petit tour sur les évaluations Spotify. Nous avons dépassé les 400 avis, donc merci beaucoup, merci du fond du cœur. C'est ouf l'engouement, on a fait 13 épisodes, 400 avis au bout de 13 épisodes, je trouve que bah non, mais Ouais. c'est juste incroyable. En fait, on réalise pas, mais on prend ouais, ouais, on est fou de faire ça, on aime ça et ça se ressent. Je pense qu'on est assez authentique, comme le disait Denis. Maintenant, on est beaucoup plus libre, beaucoup plus simple aussi quand on échange sur ce podcast. Donc ça nous aide aussi. Donc merci. Ouais. Merci à tous. Et alors du coup, pour rebondir, parce que tu sais, j'ai dit que les avis, il fallait pas trop s'y fier. Et Oui, c'est vrai. ça se trouve, ça se trouve, les gens, ils vont se dire, ouais, c'est Denis et Rémi. Ils ont créé plein de faux comptes et ils mettent des étoiles. Et tu sais que pour la petite anecdote, il n'y a pas longtemps, donc j'ai été voir les avis Spotify. Ouais. Et du coup, j'étais même pas abonné au podcast. Et j'ai vu que j'avais pas noté le podcast. Et je me suis dit, bon, bah tiens, je vais mettre une note, quoi. Je vais mettre 5 étoiles pour aider un peu le podcast. Mais figure-toi que j'ai pas pu. T'as pas pu? Ah ouais. Non, parce qu'en fait, il faut écouter un certain temps le podcast pour pouvoir, mettre un avis. Ce qui fait qu'au final, si je sais pas, s'il y a un haters qui veut mettre une mauvaise note au podcast, eh bien, il est obligé de se taper les épisodes pour. Alors, je sais pas exactement la durée, mais moi, en tout cas, vu comme c'est mon compte perso Spotify, j'avais pas écouté le podcast. Tu vois, moi, je le réécoute quand je fais le montage et tout. Mais du coup, j'ai jamais écouté un épisode comme ça, quoi. Et du coup, je pouvais pas mettre de notes. Donc, les avis du podcast sont 100%. C'est l'exception. Voilà, c'est pas du fake pour le coup. Et sur Spotify, là, depuis 2 épisodes, vous pouvez retrouver nos tronches maintenant, puisque Spotify partage l'image en même temps. Ouais. C'est pour ça aussi que le podcast sort un peu en décalé. En général, je le programme à 18h sur YouTube. Donc, si tu veux l'écouter vraiment dès le début, c'est uniquement sur YouTube. Et sinon, il arrive une trentaine de minutes un peu plus tard, en général, sur Spotify et les autres plateformes. Mm. Ok, cette fois-ci, on peut vraiment conclure le podcast. Ouais. Merci en tout cas à vous tous qui suivez eh bien, le podcast. Merci pour tous les avis positifs. Et puis écoutez, on vous dit à très bientôt dans le prochain épisode du Zéro RR Podcast. À bientôt.